Salut les gars. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous apporte une histoire où le protagoniste est complètement foutu. Imaginez un gars qui a la pire chance du monde. Il avait une dette d'1 million de dollars et, il y a quelques mois, il a perdu ses parents dans un accident de voiture. À cause de cela, sa sœur a subi de graves dommages et doit prendre des médicaments extrêmement coûteux. Et pour pouvoir payer les médicaments, il va accepter un travail très étrange. Et son patron est une waifu vraiment cool. Alors continuez à regarder car je suis sûr que vous allez aimer cette histoire géniale. Et n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire pour soutenir la chaîne. L'histoire commence déjà avec lui à l'hôpital en train de payer les médicaments. L'assurance maladie ne voulait pas payer le traitement de régénération neuronale de sa sœur. Le gars commençait déjà à s'inquiéter car l'assurance était très chère et ne le couvrait toujours pas. Pointant du doigt l'écran de la tablette, elle montre le prix du médicament. Il coûte 5 millions wons, ce qui, converti, représente environ 3000 dollars. Le montant était très élevé et le médecin a dit qu'elle ne remarcherait que si elle prenait ce médicament. Il va dans la chambre de sa sœur pour voir si la jeune fille va bien. Inquiète, elle a demandé si la facture d'hôpital était chère. Non, ce n'était pas le cas. Allons, j'ai déjà trouvé un emploi ici et je pourrai le payer. Ne t'inquiète pas. Elle était une athlète du club de gymnastique et lui dit qu'elle va se rétablir et recommencer à participer à l'athlétisme. Le jeune homme esquisse un sourire en disant que, bien sûr, elle va se rétablir et redevenir comme neuve. Après le décès de ses parents dans un accident de voiture, il a même dû contracter des prêts bancaires pour payer le traitement de la jeune fille. Maintenant, il était complètement foutu et le salaire qu'il gagnait couvrait à peine une semaine de médicaments. Il se met même en colère, pensant à ce qu'il pourrait faire, et tenant une boîte de médicaments, il la jette. Juste après, un chaton grimpe sur cette boîte. Argent. Tout se résume à l'argent. Je dois trouver un emploi qui paie bien. Ma cote de crédit est déjà ruinée et je dois tout aux banques. Et si je ne paie pas ce médicament, ma sœur perdra l'usage de ses jambes. Le gars tombe même par terre en disant qu'il a besoin d'un nouvel emploi de toute urgence. S'il ne le faisait pas, l'avenir de sa sœur serait ruiné. Il se lève, en se frappant la main sur le genou. Quand il va chercher la boîte, il y avait un chaton dessus qui jouait avec. Il attrape la boîte, mais le chat s'accroche à son bras. À ce moment-là, il remarque qu'une carte y avait été placée à l'intérieur. Et quand il sort la carte, il commence à lire d'étranges informations. Avez-vous un besoin urgent d'un emploi quotidien bien rémunéré? Contactez le numéro sur la carte. En regardant cela, il trouve cela très suspect. Surtout à l'endroit où nous vivons, on ne trouve pas de bonnes opportunités comme ça. Alors il jette simplement la carte et s'en va. Mais comme le gars vit en Corée, il ne pouvait pas jeter les ordures par terre. Alors il retourne chercher la carte. Plus tard, il rentre chez lui et se rend compte que son téléphone sonnait. C'était une notification de la banque qui facturait des intérêts. Alors il court immédiatement se changer. Il aurait besoin de toute urgence de trouver un autre emploi. Et comme il n'avait pas jeté la carte, il pense à appeler. Après tout, les gars, il ne pouvait pas se permettre d'être trop difficile. Pendant l'appel, une femme n'arrêtait pas de dire d'étranges phrases, mais ça allait. Il attendait que quelqu'un réponde, et après que le robot ait prononcé ces étranges phrases, quelqu'un a finalement décroché. Immédiatement, il s'est inquiété, pensant que c'était quelqu'un impliqué dans le crime. Alors il a même éloigné le téléphone de son visage, tandis que la femme demandait qui était de l'autre côté de la ligne. La femme a dit qu'elle travaillait aux pompes funèbres de l'hôpital municipal. Alors il a fini par accepter d'y aller pour l'entretien. Cependant, il était censé se présenter sur place dans environ 30 minutes, mais c'était loin. Et malgré tout, notre jeune homme a mis son costume et s'y est rendu. C'était étrange qu'un entretien d'embauche se déroule dans un endroit comme celui-là. À ce moment-là, une femme est apparue alors qu'il pensait que ce travail était bizarre. Êtes-vous par hasard Lidogine? Oui. C'est moi, Lidogine. Le gars a immédiatement rougi. C'est parce que la fille qui est apparue là était extrêmement belle et charmante. Quand il a vu cette femme pour la première fois, il a ressenti deux choses. L'un d'eux était un sentiment de confiance inexplicable. Juste parce qu'elle était une si belle femme, il savait déjà que le travail n'était pas illégal. Et la deuxième chose qu'il a ressentie était une peur inexplicable. Elle s'est approchée très près de lui, et ce qu'il ressentait était de la thalassophobie. J'ai cherché ici, et c'est la peur impensable des grandes étendues d'eau. Seuls ceux qui ont vu la mer pour la première fois savent ce que c'est. À ce moment-là, le gars sans vergogne n'arrêtait pas de fixer sa robe, et d'une manière un peu étrange, elle s'est rapprochée de lui. Il semblait qu'elle sentait son parfum. Mon Dieu. Heureusement que j'ai mis du parfum avant de venir ici. Après avoir tout vérifié, elle a dit qu'il devait la suivre. D'accord. Quel genre de travail on va faire? Et quand ils se sont approchés d'une femme qui pleurait, elle a dit que c'était une sorte d'enterrement. Il y avait un vieil homme qui essayait de profiter de la femme qui venait de perdre son mari. Il a touché l'épaule de la femme, en disant qu'il adorait son mari. À ce moment-là, la femme lui a dit de retirer ses mains sales. Et la fille a dit, Monsieur Lee devrait se préparer. Se préparer à quoi? Je ne comprends pas. Pendant qu'elle sirotait du thé avec une grande élégance, il a réalisé qu'il y avait une bagarre. Ce vieil homme n'arrêtait pas d'insister pour parler à la femme,
mais elle ne se sentait pas très bien. Et à ce moment-là, notre cher protagoniste est allé là-bas et a tenu la main du vieil homme. « Je suis un employé de la société de pompes funèbres, et vous ne voyez pas que vous dérangez la dame ?» Quand il a mentionné qu'il faisait partie d'un service funéraire, le vieil homme a commencé à crier de dégoût et a même giflé la main de Monsieur Lee. Alors qu'elle s'approchait, la fille nommée Sacha a dit que notre héros avait rencontré la bonne personne. Et pendant qu'elle lisait quelque chose sur le presse-papier, notre héros pensait qu'il avait tort, que ce n'était pas du tout un service funéraire. Et d'une manière mystérieuse, Sacha connaissait toutes les informations sur ce vieil homme, lui disant même l'année de sa naissance et combien d'enfants il avait. En plus de cela, il était le secrétaire général d'un groupe politique, et maintenant il était conseiller municipal. En plus d'être corrompu, il était aussi un meurtrier, et a ordonné l'élimination de plusieurs personnes, dont le mari de cette femme. En entendant cela, la dame est sous le choc. La nuit dernière, le type a été éliminé, renversé. C'est parce que l'homme était un journaliste qui enquêtait sur ce conseiller municipal corrompu. À ce moment-là, le vieil homme sans vergogne commence à rire. Il pensait que Sacha et Lee étaient des enquêteurs ou peut-être des procureurs, et a même dit qu'il allait appeler des employés pour s'occuper de notre héros. Et d'une manière sérieuse, la dame a dit que sa dette karmique avait déjà été payée. Il paierait pour tous les crimes qu'il avait commis pendant ses 60 années. Et bizarrement, même les ordures comme lui avaient une chance de se repentir. Mais ignorant, le type n'arrête pas de dire que cette femme est folle, qu'elle devrait arrêter de le persécuter, et passe même un appel menaçant Sacha et Lee. À ce moment-là, une lumière commence à apparaître chez cet homme. Préparez-vous, Monsieur Lee. Maintenant que notre travail commence, nous devons l'arrêter. Quoi? Arrêter cette personne? Il ne comprenait rien. Soudain, le vieil homme tombe au sol. Il y va pour voir si l'homme était vivant. Elle pointe son doigt vers l'avant et dit qu'ils doivent arrêter cette personne. Et quand notre héros regarde devant, il ne comprend rien. C'est parce qu'une énergie sinistre émergeait dans l'endroit, et soudain un monstre a commencé à apparaître. Il avait une longue fourrure. Il était foutu, puisqu'il voulait juste un travail pour gagner de l'argent, et maintenant il affrontait un loup démoniaque. La créature demande, qui sont ces deux jeunes? Et essayant de garder Sacha en sécurité, il lui dit de reculer. À ce moment-là, la femme qu'il protégeait disparaît, et Sacha lui dit de rester calme. En fait, ce sont eux qui ont fini dans un autre monde, comme s'il s'agissait d'un univers parallèle, grâce à une barrière qu'elle a placée à l'intérieur des funérailles afin qu'ils puissent se battre en toute sécurité. Le monstre réalise qu'il a été placé dans le terrain de chasse et se prépare déjà à attaquer la fille. Il attaque le sol en détruisant tout, mais Sacha parvient à sauter en arrière en portant le vieil homme Ellie. Notre protagoniste s'écrase violemment sur le sol. Notre tâche aujourd'hui est d'arrêter cette chasse. Elle explique que ces monstres sont appelés Mogdougi, et la créature crachait des éclairs partout. Sortant son presse-papier, elle fait un cercle magique et parvient à bloquer ce sort. Lee pensait qu'elle était juste une femme élégante. Mais non, les gars. En voyant ce presse-papier avec un symbole magique, le loup a déjà réalisé qui était cette femme et n'arrêtait pas de dire que la femme aux cheveux blancs était une guerrière très habile, laissant notre héros surpris. C'est pourquoi le loup devrait prendre le combat plus au sérieux et finit par tirer une décharge d'énergie. L'endroit où il se trouvait explose, et une fois de plus, la grande fille était là pour le protéger. Le loup, en voyant cette scène, n'arrête pas de dire que c'est ennuyeux et prétend même que c'est honteux. Le type est sauvé par une femme, et bien sûr, le loup ne manquerait pas l'occasion de se moquer, et n'arrêtait pas de comparer notre protagoniste à un poussin se cachant derrière les ailes d'une poule. En réponse, Sacha a dit que le loup prenait de l'avance, car il ne pouvait même pas les gratter. De quoi parles-tu, femme? Arrête de provoquer cette bête. Avec ça, elle fait une proposition. Elle a proposé un duel entre le garçon recru et ce monstre. Quiconque causerait les premiers dommages, même une petite coupure, gagnerait la bataille. Bien sûr, le loup a trouvé ça une insulte. C'est pourquoi il a accepté le duel. Sauf que l'humain était censé recevoir une arme d'abord pour que ce soit plus juste. Quoi? Tu penses? Tu penses vraiment que je peux gagner contre ce loup? Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Elle le dépose comme s'il était un petit prince et continue même à lui demander s'il a apporté une arme avec lui. Pourquoi penses-tu que j'aurais une arme? Je ne savais même pas que j'allais combattre des monstres. Tu as dû faire partie du club de tir à l'arc. Non. Oui. Je l'étais. Mais je ne pourrais pas le vaincre avec un arc et des flèches. Tu n'as pas d'arme avec toi? Non. Pourquoi en aurais-je? Et s'approchant très près de notre jeune homme, elle n'arrête pas de demander quel type d'arme il pourrait manier. Comme il a dit que dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'autant d'armes, elle n'arrêtait pas de le rabaisser. Calme-toi. Laisse-moi faire. Je suis un ancien soldat. Il faisait le brave, mais au fond, il était mort de peur. À ce moment-là, elle lui dit de s'agenouiller, et le gars obéit tout simplement. Et en lui touchant le front, elle allait lui transmettre un peu de sa capacité. De façon inattendue, elle donne un petit baiser sur le front de Monsieur Lee. Et maintenant, n'importe quelle arme qu'il imagine, il pourra la matérialiser. Sérieusement, elle n'arrête pas de dire qu'il pourrait créer n'importe quelle arme du monde réel, et dit même qu'elle est sûre qu'il pourra matérialiser l'arme qu'il veut. Le type est paralysé,
plus rouge qu'une tomate, et se gifle déjà le visage en essayant de se contrôler. Pendant ce temps, le loup est là qui attend avec la plus grande patience du monde et demande si par hasard le garçon est déjà prêt. Le duel se déroulerait comme suit. Celui qui frappe l'autre en premier gagnerait le duel. Le type est déjà en train de penser à quel type d'arme il va créer pour pouvoir vaincre cette créature, mais le loup ne voulait pas attendre. Il charge déjà directement. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que notre protagoniste a été formé à la modélisation 3D. Donc, penser à n'importe quel objet en 3 dimensions était très facile pour lui. Normalement, les gens ne matérialisaient que des épées et des arcs et des flèches car c'était plus facile. Mais notre jeune homme était préparé et commence à charger un pouvoir, comme s'il allait lancer un Kamehameha. Le Mukdugi était déjà presque sur lui, et à ce moment-là, il matérialise une arme à feu. Le monstre se jette avec une griffe, prêt à le frapper. Et Monsieur Lee, ayant très peu d'idées comme il est, commence déjà à tirer. Le tir atteint directement la patte du petit chien, et il ne s'arrête pas là. Le type continue de tirer plusieurs balles, et tout atteigne le monstre. À ce moment-là, le loup a réalisé qu'il avait perdu, et le type ne s'est pas arrêté, les gars. Il continue de tirer. Sacha donne même un petit sourire là, tout joyeux. Il avait matérialisé un fusil M16. Le loup admet même qu'il a perdu et a dit qu'il n'imaginait pas que cet humain puisse utiliser le fer et le feu, et a même ri en disant que c'était très intéressant. Comme promis, il a fini par perdre la bataille, alors il se retirerait et a dit que pour aujourd'hui, ce serait fini. Mais n'oubliez pas, mon nom est Nightfrost. Je suis l'un des 6 rois précieux. Très bien, petit loup, et mon nom est Monsieur Lee Dong-jin, un réserviste de la République de Corée. Le loup se contente de rire et a dit qu'il se souviendrait de ce nom et s'en va d'une manière un peu sinistre. Juste après, Sacha dissout cette barrière, et il retourne dans le monde réel. Le jeune homme ne comprenait rien et était plus perdu qu'un aveugle dans une fusillade. Elle a simplement défait la barrière, et nous étions de retour dans le couloir de l'hôpital. Elle applaudit en disant que Lee a très bien fait, et maintenant il pouvait se détendre un peu. Elle claque des doigts, et son arme disparaît. Instantanément, un montant est transféré sur son compte. Et maintenant, elle allait expliquer un peu plus en détail le déroulement de ce travail, mais il dit qu'il n'en a pas besoin. Je ne suis venu que pour le salaire, donc ça ne m'intéresse pas tant que ça, parce que c'est trop dangereux. Merci beaucoup, mais je m'en vais. Sacha lui a dit d'attendre un peu. Dans cette enveloppe, il y avait le même montant d'argent qui avait été déposé sur son compte, et elle continuait à faire la charmeuse pour remettre cette enveloppe. Il accepte et devient un peu curieux. La fille dit aussi que s'il veut à nouveau le travail, il n'a qu'à ouvrir cette enveloppe et elle apparaîtra où qu'il soit. Et après avoir jeté tout son charme sur Monsieur Lee, elle dit qu'elle espère le revoir, et elle le draguait clairement. À ce moment-là, on voit un flashback d'un accident. Notre héros, avec sa sœur et ses parents, a fini par subir un terrible accident de voiture. Et dans les derniers instants de sa vie, son père n'arrêtait pas de demander au jeune homme de prendre soin de sa petite sœur. Le lendemain, après avoir vaincu ce loup, il se réveille avec sa sœur qui lui jette un glaçon sur la joue, et juste après elle jette un autre glaçon, cette fois sur sa poitrine, le type sursaute, et elle continue de le taquiner en disant qu'il s'est enfin réveillé. Elle demande s'il a oublié qu'aujourd'hui elle devait retourner à l'hôpital pour continuer le traitement. Elle allait seulement préparer le petit déjeuner et lui a ensuite demandé de l'Y emmener. Le type était extrêmement inquiet car il n'aurait pas d'argent pour continuer à payer ce traitement. Et c'était la dernière session. Mais il se souvient qu'hier, il a reçu un paiement pour avoir vaincu ce monstre et n'avait même pas vérifié sur son téléphone. Après avoir ouvert son application bancaire, il décide de voir combien il a reçu. À ce moment-là, notre protagoniste est en état de choc. Le type avait reçu 5 millions 1, ce qui fait environ 3500 €. C'était exactement le montant dont il avait besoin pour payer les séances de physiothérapie et aussi les médicaments. Tout en prenant son petit déjeuner, il ne cesse de penser à ce salaire. C'était un montant très élevé, et il ne pouvait pas refuser un travail comme celui-là. Mais en même temps, il n'arrête pas de penser que c'est dangereux, et si par hasard il mourait, il laisserait sa sœur seule. Il était tellement distrait qu'il a fini par se cogner le pied contre le bord du lit et est même tombé par terre, en criant de douleur. Ce travail, même s'il est dangereux, est bien payé. C'est pourquoi il n'arrêtait pas de fixer l'enveloppe. Devrais-je l'ouvrir? Eh bien, je n'ai de l'argent que pour payer les prochaines séances et la prochaine dose de médicaments. Et elle a aussi dit que si par hasard j'ouvrais l'enveloppe, elle apparaîtrait où que je sois. Et elle l'a même dit d'une manière un peu étrange, se pourrait-il qu'elle m'aime? Eh bien, je ne peux pas vraiment être difficile avec les emplois, donc je pense que je vais ouvrir l'enveloppe pour pouvoir utiliser l'argent. À ce moment-là, il entend la voix de Sacha demander s'il a vraiment ouvert l'enveloppe. Mon Dieu! Serait-ce possible qu'elle soit apparue dans ma chambre? Il a même peur de regarder derrière lui. Et quand il tire sa couverture, il y avait Sacha allongé sur son lit. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que cette fille en pince totalement pour notre cher Monsieur Lee. Il crie même en demandant ce qu'elle diable fait dans sa chambre. Après être tombé par terre, il n'arrête pas de demander si elle est un fantôme. Sa sœur a entendu le bruit d'une fille dans la chambre et décide d'aller vérifier.
Le jeune homme réalise qu'elle arrivait à l'improviste, et en entrant dans la chambre, elle demande ce qu'il faisait. Notre jeune homme a essayé de cacher Sacha sous les couvertures. Il était en colère parce qu'elle était entrée dans la pièce sans frapper. Puis elle a continué à dire qu'elle était juste venue vérifier ce qui se passait. Elle a juré qu'elle avait entendu une voix de femme et il a dit que c'était le téléphone. À ce moment-là, sa petite sœur a commencé à penser à des bêtises. Tu sais très bien ce qu'elle pense. Elle sait très bien qu'il est seul et que c'est un adulte qui n'a pas de petit ami. Alors elle respecte ce qu'il fait, mais continue de se moquer de lui en disant qu'il le fait pendant la journée. Le jeune homme fait juste semblant et ne dit rien, pendant que sa sœur part au dépanneur. Mon Dieu, elle a fini par tout comprendre de travers. Eh bien, il vaut mieux qu'elle pense ça plutôt que de découvrir qu'il y a une fille ici dans mon lit. Alors qu'elle était sur elle, Sacha a demandé si par hasard il avait changé d'avis. Juste après, ils vont dans un café pour pouvoir mieux parler. Il a fait ça pour empêcher sa sœur de finir par trouver Sacha. Une nouvelle dans le journal finit par attirer leur attention. Il disait que le conseiller municipal était décédé dans un accident de voiture à l'aube. Et le garçon a demandé à Sacha si ce n'était pas exactement ce type qu'ils avaient sauvé la nuit précédente. Elle a dit oui, et après l'avoir sauvé de l'hôpital, il a fini par mourir dans une fuite devant l'hôpital. Ironiquement, il est mort de la même manière qu'il ordonnait à ses voyous de tuer ses adversaires. Mais grâce à notre héros qui a vaincu ce loup, l'âme de ce vieil homme a été guidée en toute sécurité vers l'enfer. Quoi? Enfer? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, qu'est-ce que tu es exactement? Elle explique qu'en fait, elle vient d'un autre monde. Sans les choses qu'il a vues hier, il penserait que cette fille est folle. Et tremblant de partout, il commence à croire son histoire, et demande si par hasard elle est une sorte de faucheuse. Elle dit que c'est un peu comme ça, seulement elle était à un rang un peu plus élevé que faucheuse, et s'appelait Xinjiang. En cherchant ici, les gars, Xinjiang se réfère spécifiquement aux 8 généraux gardiens dans la religion bouddhiste. Elle explique que son travail consiste à vaincre les forces démoniaques pour guider les âmes au bon endroit. En d'autres termes, elle était essentiellement une protectrice des âmes. Elle continue de lui expliquer, ces monstres étaient les seuls êtres dans toute la création qui ne sont pas nés dans cet univers. Ces créatures descendaient des péchés humains, et puisqu'elles n'appartenaient pas à ce monde, elles étaient des restes d'âmes humaines qui vivaient aux limites de la vie. Ces Mogdokji se nourrissaient d'âmes, et une fois qu'elles étaient mangées, elles cessaient d'exister. La scène change et on voit un gars se battre. En fait, il faisait une sorte d'entraînement, et on voit que c'était ce loup qui avait combattu notre héros, seulement maintenant il était transformé en une sorte d'humanoïde. Après l'entraînement, il s'époussette, et une autre personne apparaît au sommet d'un arbre en se moquant de lui. Continue de dire que l'incroyable nuit de gel avait perdu contre un humain novice. Cette personne qui est apparue avait une queue de félin et continuait à se moquer là-haut, en disant qu'il s'entraînait maintenant à casser des pierres juste pour essayer de se venger d'un garçon. L'homme dit que ce chaton devrait faire attention aux mots et en clignant des yeux, elle continue de dire que ce loup était très sensible. Sautant d'en haut, elle continue de dire qu'il était très médiocre pour avoir échoué dans sa chasse. Et en défense, il a dit qu'il n'avait pas perdu, il a seulement rempli la promesse. Le chat agit comme un Brésilien et commence à jouer au football avec le caillou et continue de dire que Nuit de Gel est dépassé et qu'il n'est plus capable d'effectuer des chasses efficacement. C'est ainsi que les jeunes d'aujourd'hui appellent les vrais guerriers, et le chat continue de rire là-bas. Mais Nuit de Gel n'a pas beaucoup aimé la blague et a continué d'essayer de menacer le chat. Eh bien, de toute façon, la mère voulait entendre la raison de son échec. Et en soupirant, il dit qu'il va aller lui rendre visite. Le chat dit au revoir en disant qu'il y a plus à faire, et en se retournant demande si ce garçon était vraiment fort. Retour au café. Elle dit que les gens qui ont fait beaucoup de mauvaises actions, comme ce conseiller municipal, finissent par tacher leurs âmes. Et quand l'âme est tachée, elle devient sujette à être dévorée par ces créatures maléfiques. Puisque c'était la faute des gens eux-mêmes, notre héros a dit qu'il n'était pas logique de protéger ces gens qui font de mauvaises choses. Mais elle dit que c'est pour maintenir l'ordre de l'univers. Les âmes qui ont accumulé de bonnes actions étaient aptes à se réincarner et à devenir des êtres meilleurs et vertueux dans d'autres dimensions. Et c'était l'ordre de l'univers, la loi du cosmos. C'est pourquoi les âmes humaines étaient si précieuses. Il fallait des centaines d'années pour qu'une nouvelle âme naisse. Elle explique cela en disant que l'âme est la chose la plus précieuse et la plus précieuse de tout l'univers. Maintenant, il a réalisé pourquoi ils avaient tant besoin de la protéger. C'était un peu difficile d'accepter tout cela, mais cela avait du sens, surtout parce qu'il avait réussi à matérialiser une arme, et ce n'était pas la chose la plus courante à faire. Quand il pensait à ce pouvoir, il pouvait sentir ce fusil dans sa main à nouveau. La fille se lève et lui montre un parchemin avec diverses informations, expliquant que selon la vie d'une personne, elle accumule plusieurs actions négatives, et cela finit par créer des créatures monstrueuses comme celles qu'il avait combattues la nuit précédente. Et s'ils ne prennent pas les âmes des personnes négatives pour être purifiées en enfer, ils continueront à créer plus de monstres comme cela, et cela pourrait causer une catastrophe gigantesque pour tout l'univers. Il comprend que c'est vraiment très important. Mais il n'avait pas le temps de s'inquiéter de ces choses puisque sa petite sœur était malade, et il devait payer les factures d'hôpital coûteuses. Alors il la remercie pour l'explication et dit qu'il va partir.
Mais il s'arrête au milieu du chemin parce qu'il a eu une idée. Attends une minute. Puisque tu es une déesse, tu peux très bien guérir ma sœur, n'est-ce pas? Et pourquoi ne combats-tu pas aussi contre ces créatures? Vous avez besoin d'humains. Elle explique qu'elle peut très bien se battre contre ces créatures. Mais si elle, qui est une déesse, se bat contre ce monstre, elle détruira son âme. Les humains sont les seuls qui peuvent purifier ces créatures lorsqu'elles sont vaincues car, fondamentalement, ce sont des forces opposées. Les armes qu'elle crée avec son propre pouvoir ne peuvent pas détruire les Mogduki. C'est pourquoi les divinités ont fait des alliances avec les humains depuis des milliers d'années. Elle tend la main et finit par tenir les doigts de notre héros, disant qu'elle a besoin de sa capacité. Elle savait que le garçon était très talentueux. C'est pourquoi il serait l'espoir de maintenir l'équilibre dans l'univers. Notre garçon rougit, mourant d'embarras. Et à cet instant, il voit sa petite sœur passer dehors. Il baisse même le visage en essayant de se cacher. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu agis comme ça? Ah non, ce n'est rien. Si ma sœur voit que je sors avec une fille, elle va commencer à poser beaucoup de questions. Pour qu'elle continue à marcher comme elle le fait, elle aurait besoin de physiothérapie et de médicaments coûteux. Et pendant que Sacha lui tenait les mains, il voulait poser une autre question. Puisqu'elle est une déesse, elle pourrait très bien guérir sa sœur, et il lui demande si elle pourrait faire ça pour lui. Si par hasard elle fait ça, il acceptera ce travail. Sacha a dit qu'elle était vraiment désolée pour sa petite sœur, mais elle ne pouvait pas faire ça. Les déesses avaient une interdiction absolue d'influencer directement la vie des humains. Et même si ce miracle divin avait de bonnes intentions, elle ne pourrait pas faire ça. Elle dit qu'elle est désolée, et notre garçon devient triste. Cependant, notre héros savait déjà que ce serait plus difficile que prévu. Mais pour payer tous les médicaments et la physiothérapie, il aurait besoin d'un salaire très élevé. Sérieusement, il demande si par hasard, s'il combat ces monstres, elle pourrait payer tout le traitement de sa sœur. Sacha accepte de faire ça. Et notre garçon ici, les amis, il n'est pas idiot. En y réfléchissant, j'aimerais que vous payiez également tous les frais de logement et de nourriture. Et Sacha continue de hocher la tête. Pourriez-vous aussi mettre à jour mon ordinateur? Je veux un PC de jeu qui fasse tourner tous les jeux. Et elle hoche la tête en signe d'accord. Et pendant que la scène s'éloigne, il continue de demander plusieurs choses, comme payer les études de sa sœur et aussi un voyage à l'étranger. Ce protagoniste ici n'est pas idiot, les amis. Plus tard, il rentre chez lui. Il mangeait du riz paisiblement, et pendant ce temps, sa sœur lisait un livre. Transpirant froidement, il appelle Yedin et lui demande si son père et sa mère lui manquent, et si par hasard elle pleure parfois la nuit en pensant à eux. La fille ferme le livre, le pose sur la table et dit non, car il a comblé le vide que leurs parents ont laissé. Cela laisse le garçon choqué car elle était beaucoup plus mature que lui. Quoi qu'il en soit, c'était pour que leurs parents soient en paix où qu'ils soient. Et la fille continue de penser que son frère joue le rôle de père, car il est très responsable. La scène se déplace dans un centre commercial et nous voyons ce chat jouer avec des CDS. Il semble qu'elle aime la musique, et en regardant la couverture d'un disque, elle continue de fredonner. Dans l'espace vide qu'elle a laissé après avoir retiré ce disque, un rat est apparu. Et c'était un petit rat quelque peu maléfique appelé par Miss Summer. Et en enlevant son chapeau, elle le jette sur le rat, disant que ce petit bâtard lui avait fait peur. De plus, les gens ordinaires devenaient fous quand ils voyaient des rats, donc ils n'étaient pas censés faire ce genre de choses. Juste après, elle demande ce qui s'est passé. La petite souris voulait se battre contre ce garçon qui a vaincu Nightfrost. Et la fille demande si par hasard la souris sait quel genre d'humain c'était. Il dit oui et dit que les autres monstres sont tous excités, car l'humain a même réussi à vaincre le roi des bêtes. La fille dit que la souris est trop petite et serait vaincue encore plus rapidement que Nightfrost, et que surtout, le courage ne suffisait pas. Mais la souris avait une stratégie pour vaincre ce garçon. Une souris peut être très faible, mais une colonie d'individus était pratiquement indestructible. Et il déclare également que le garçon n'aurait pas assez de balles pour vaincre toute la colonie. De plus, ils étaient déterminés à vaincre ce garçon. N'ayant pas grand-chose à dire contre cela, la fille finit par accepter, disant que puisqu'ils ont fait une promesse, ils sont capables de la tenir, et donne même un sourire maléfique comme si elle voulait les utiliser pour atteindre son propre but. Alors, cela signifie-t-il que vous seriez prêt à mourir en combattant contre lui? Les souris disent oui et disent qu'elles sont prêtes à sacrifier leur propre vie pour vaincre cet humain. Elles feraient n'importe quoi pour le vaincre quel qu'en soit le prix. Prenant son chapeau, elle accepte, disant qu'ils sont très déterminés et dit que le sang et le sacrifice deviendront la base du salut du monde Mogdugi. Et d'une manière sombre, elle dit à tout le monde de commencer à se préparer au combat. En bref, pour ceux qui ont encore des doutes, ces créatures dévorent les âmes des gens, en particulier ceux qui sont très faibles parce qu'ils ont causé beaucoup de mauvaises choses. Et notre protagoniste est devenu un agent de cette déesse qui va sauver ces personnes qui sont sur le point d'être dévorées. En d'autres termes, il est un très grand obstacle pour ces Mogdugi. C'est pourquoi ils veulent éliminer le garçon. Et le pauvre gars voulait juste de l'argent pour payer les frais médicaux. La première semaine était passée. Il s'entraînait avec Sacha. Le gamin courait comme Usain Bolt. Tout cela pour analyser sa condition physique et son endurance. Elle a également mis plusieurs seaux sur son corps pour faire ses mesures précises.
Dans la première semaine, le gars n'arrêtait pas de courir dans les deux sens, et elle courait avec lui pour évaluer. Le gars commente même que cette fille ne se fatigue même pas, mais tout cela était nécessaire pour voir son niveau d'énergie. Elle continue de dire certaines choses, le gars est embarrassé en pensant à des bêtises. Et sérieusement, la fille lui dit de se concentrer sur l'entraînement. Et il y avait le grand gars qui courait jusqu'à ce qu'il s'effondre presque. Dans la deuxième semaine, l'entraînement était différent. Il est allé à la salle de sport pour faire de la musculation. Le type était presque mort d'effort, et quoi qu'il fasse, la fille le notait sur son bloc-notes. Super boulot. Maintenant, augmentons un peu plus ce poids. D'accord? Et elle lui lance déjà un haltère de 50 kg. Et durant la troisième semaine, ils ont mesuré sa fonction cardio-respiratoire. Il était dehors à faire des tests d'endurance sans pouvoir respirer, avec une bulle d'eau sur le visage. Et finalement, elle lui a fait escalader une montagne. Il n'avait pas encore abandonné seulement parce que le salaire était très élevé. Et dis-moi, risquerais-tu aussi ta vie pour gagner une bonne somme? Après avoir atteint le sommet, le type tombe au sol épuisé. Elle commente qu'il était 2 minutes et 5 secondes plus lent qu'hier, et maintenant il devrait courir jusqu'à la source de la montagne. Quelques heures plus tard, il arrive en bas et continue de supplier pour du repos. Et elle a dit que s'il atteignait le prochain point en moins de 10 minutes, elle lui accorderait un souhait. Peu importe ce que c'était, tu as dit que j'avais juste besoin d'y arriver en 10 minutes. Tu exaucerais n'importe quel souhait? Le type se lève déjà tout excité et court à pleine vitesse, super motivé. Vous pouvez déjà imaginer ce qu'il aimerait demander, n'est-ce pas? Mais le type n'a pas réussi, les amis. Il l'a fait en 18 minutes et 25 secondes. Son âme était presque en train de quitter son corps, et elle lui donne une petite bouteille d'eau pour qu'il puisse s'hydrater. Même s'il avait pris presque 2 fois plus de temps, elle a dit qu'il avait très bien fait. Il n'a pas pu terminer le parcours en 10 minutes, mais grâce à cet entraînement de 3 semaines, il est devenu beaucoup plus fort. Mais cela ne lui importait pas. Il voulait juste se reposer. À partir de maintenant, il s'entraînerait pour qu'il puisse maîtriser le pouvoir du mana. Ensuite, il s'assoit sur le banc et elle commence à donner quelques explications. Les humains avaient une énergie appelée mana et étaient capables de faire des sorts avec ce pouvoir. Comment se fait-il que tous les humains aient ce pouvoir? Elle a dit oui, et qu'ils devraient d'abord faire une sorte d'entraînement avancé. Avec le seau en main, elle a dit que c'était pour mesurer la puissance maximale qu'il avait et a fini par invoquer Sauron, qui était son assistante, pour créer une barrière de protection pour l'entraînement. Sauron, qui était l'assistante, a fait une barrière là sur place, et petit à petit, la barrière a commencé à grandir, remplissant tout l'espace. En quelques instants, tout le sanctuaire où il se trouvait était protégé par cette barrière magique. Sacha a dit que c'était le moment pour lui d'apprendre à utiliser le mana plus précisément et a expliqué que lorsqu'il se battait contre ces créatures, ils étaient généralement emmenés dans un autre univers. S'il voulait survivre au combat contre Smaug-Dug, il devrait se concentrer davantage sur cette leçon à partir de maintenant. Saran était là à tout regarder et a dit que c'était très irritant. Elle était en colère parce que monsieur Lee prenait trop de temps à Sacha. Et la fille est devenue jalouse, disant qu'elle n'avait pas le temps de s'amuser avec sa miss. Tout cela parce que ce stupide type avait réussi les tests de force physique et de méditation. À l'écran, Sacha a demandé à Sauron d'utiliser le test pour mesurer la limite de mana du garçon, et elle a fini par l'activer là sur l'ordinateur. Elle a fait tout ce que sa miss a demandé, mais elle espérait que monsieur Lee s'en sortirait très mal. Notre héros a fini par s'agenouiller. Comme il avait déjà manifesté un fusil, elle lui a demandé de manifester un cube de métal. Comme il était modeleur 3D, c'était très facile. En quelques instants, il a commencé la matérialisation. Le cube est apparu, et c'était à lui de garder cette même taille et d'augmenter seulement le poids. C'est exactement ce qu'il a fait, et le cube a même commencé à s'enfoncer dans le sol. N'est-ce pas? Maintenant, continue d'augmenter son poids jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Clapant des mains, elle a demandé à Sauron de prendre la mesure. De cette façon, le cercle magique est apparu dans ses mains, et elle a commencé à faire les mesures de poids. Une sorte de petit robot a fini par sortir de l'intérieur, et notre héros a continué d'augmenter le poids du cube. À ce moment-là, un fil magique est allé au front de monsieur Lee, et elle a expliqué que c'était pour mesurer le mana total qu'il utilisait sur les ordinateurs. Il avait atteint le niveau de 94%. Elle a expliqué à Sacha que dépasser 90 était normal, atteignant environ jusqu'à 100%. Mais la fille a dit que Sauron devrait se préparer, parce que ça allait dépasser 100, et qu'elle devait avertir quand ça dépasserait 180. Mais la blonde ne croyait pas vraiment ça. Le niveau d'utilisation de mana de notre héros était déjà assez élevé. Ressentez-vous des changements physiques dans votre corps? Je n'ai particulièrement aucun problème avec ça. La fille a dit que c'était normal, mais qu'en utilisant trop de mana, il pourrait finir par avoir une force vitale affaiblie. Il s'est senti soulagé en disant « J'imagine que si j'utilisais tout mon mana, je pourrais m'effondrer et m'évanouir. » Mais il y avait le problème. Sacha a dit qu'une utilisation excessive de mana n'avait pas de symptômes physiques. Sacha, qui était dans le bureau, a observé sur le panneau son utilisation de mana atteindre 150. Même elle ne croyait pas ça. Il avait sauté de 130 à 153 très rapidement.
Et Sacha a expliqué que lorsque son mana serait épuisé, il aurait un saignement de nez. Il devait rester attentif, parce que lorsqu'une goutte de sang coulerait, il devrait s'arrêter immédiatement. Et si je continue à utiliser mon mana après ce saignement de nez, elle a expliqué que cela commencerait à drainer l'énergie de l'âme. Et à partir de ce moment-là, son espérance de vie chuterait d'une manière absurde. C'est pourquoi il était si dangereux pour les humains d'utiliser le mana, parce que cela pourrait s'éteindre et qu'ils ne le remarqueraient même pas. À ce moment-là, quelque chose a attiré son attention. C'était Sauron, de l'autre côté de l'écran, disant que Lee avait déjà utilisé 170% et avait maintenant atteint 180, 190, 2 cents, jusqu'à ce que son nez commence à saigner. Sacha s'est approché et lui a dit d'arrêter immédiatement, et notre grand gars a interrompu le poids du cube magique. Il a juste suivi les instructions de la fille, et tout le monde a été surpris parce qu'il a réussi à atteindre 200%. Lui tendant un petit mouchoir, elle a dit qu'il avait fait un excellent travail. Il devait se souvenir de cette sensation de son nez qui coule parce que c'était un signe d'arrêt, donnant un sourire complètement amoureux. Notre grand gaillard l'a remercié. Après avoir effectué les tests, elle a demandé à Sauron de dire quelle était la lecture finale. La jeune fille n'arrivait pas à croire ce qu'elle lisait. Le type avait vraiment atteint 200 points d'énergie mana, ou plutôt, ce n'était pas 200, c'était 274. Et Sauron a même demandé si Sacha savait qu'il avait des aptitudes pour ça. En regardant son apprenti, elle a juste souri, comme pour dire, laisse faire, ma fille. Il y avait une raison pour laquelle il avait une telle quantité de mana. C'était parce qu'il avait hérité de la volonté d'une personne. Hérité d'une volonté. Comment ça? Puisque ses parents sont décédés, ils ont dû lui demander quelque chose de très sincère. À ce moment-là, notre grand gaillard s'est souvenu des dernières paroles de son père. Le jour de l'accident, il lui avait demandé de prendre soin de sa jeune sœur, et Lee a fini par expliquer cela à Sacha. Quand une personne sincère fait une demande avant de mourir, la personne qui reçoit cette demande et la satisfait finit par acquérir un but dans la vie. Cette volonté héritée augmente la puissance de la personne, et dans les moments de désespoir, elle pourrait hériter du mana de celui qui est décédé. C'était ce qu'on appelle la réception de mana ou la volonté héritée. Il s'est accroupi pour ramasser le cube et s'est rendu compte que le poids avait été transmis par son père et sa mère. Sacha s'est accroupi et a tenu la main de notre grand gaillard, lui disant de prendre très bien soin de ce pouvoir qu'il avait reçu. Et à cause de ce qui s'est passé, il pouvait l'utiliser pour le bien, sauvant d'innombrables personnes. Le grand gaillard était très ému, s'est levé et a couru vers la fontaine à eau. Arrivé là, il a rempli un verre d'eau, l'a versé sur sa tête et s'est excusé auprès de Sacha, disant qu'il faisait très chaud, mais en fait, c'était parce qu'il était amoureux d'elle. Tout mouillé, il se tenait là, tremblant de froid et s'est même excusé, disant qu'il n'avait jeté cette eau que parce qu'il avait très chaud. Avec un sourire sarcastique, elle a dit qu'il faisait vraiment très chaud. Elle avait déjà remarqué qu'il l'aimait bien. Pour aujourd'hui, l'entraînement était terminé, et il devrait étudier le reste à la maison. Elle a même plaisanté, lui disant de mettre de la glace sur son visage parce que ses joues étaient rouges. Mais le type a crié, disant qu'il n'était pas du tout rouge. Le lendemain, il s'est réveillé très tôt. Sa sœur lui a demandé s'il sortait à nouveau et a même commenté que, d'après les vêtements qu'il portait, il était évident qu'il n'allait pas travailler. Il a dit qu'il allait faire des exercices physiques, et elle a continué à demander pourquoi. Et le grand gaillard s'est excusé, disant qu'il s'inquiétait pour sa santé. Pour l'empêcher de poser d'autres questions, il a rapidement dit au revoir, mais elle était inquiète et imaginait déjà qu'il devait manigancer quelque chose. Pendant ce temps, notre héros pensait à Sacha. Elle a dit qu'à cause du dernier souhait de ses parents, il avait obtenu cette quantité absurde de mana. En regardant ses propres mains, il imaginait que c'était peut-être son destin de protéger l'humanité. Tout cela parce que quand quelqu'un était sur le point de mourir et faisait un vœu, ce vœu pouvait être transmis à une autre personne. C'était donc comme s'il réalisait les souhaits de ses parents. Cette volonté héritée était avec lui. Ce n'était pas seulement lui et sa sœur qui restaient dans ce monde. Puisque le mana de ses parents était aussi avec lui. C'était une autre raison pour laquelle il voulait continuer dans ce travail. Il est retourné à cette barrière d'entraînement de Sauron, mais maintenant la barrière était beaucoup plus grande. Ils ont créé la barrière pour empêcher les gens d'entrer dans un rayon de 500 mètres. Et tout cela pour qu'il apprenne à mieux contrôler son mana. Il a regardé Sauron d'un air un peu méfiant. Arrête de bouger, gamin. Je mesure tes conditions physiques. Ah, d'accord. D'accord. Pardon. Il a entendu cette voix féminine provenant du chat et a même pensé qu'il l'avait déjà entendue ailleurs. Sacha apparaît, disant bonjour, disant que maintenant l'entraînement pratique va commencer. Il ne savait rien sur le combat contre les monstres et demande comment cela pourrait aider, mais la jeune fille lui dit de ne pas s'inquiéter de ce genre de choses. Alors qu'un chat arrive en courant, Sacha a dit qu'ils allaient déjà commencer à s'entraîner à un combat contre le monstre, et le chat saute en direction de notre héros. Attends une minute. Pourquoi y a-t-il un chat ici? Il s'est souvenu de ce chat noir, et c'était le même chaton qui avait mis la carte dans son cahier. Le chaton se présente, et il était vraiment mignon. Même Sacha mentionne qu'il avait déjà vu ce chat auparavant, et le nom du chaton était dans Selpio.
C'était une bête spirituelle qui faisait avouer la vérité aux pêcheurs. Quand elle mordait la personne, elle finissait par dire ce qu'elle pensait. Attends une minute. Elle mord les gens? Mais Sacha lui dit de ne pas s'inquiéter de ça. Puisqu'il avait un mana puissant et pur, il ne représentait pas de risque, et le chaton continue de lécher son doigt. Le type demande si c'était sûr, et elle a dit oui, et le chaton a mordu son doigt. Même s'il avait un mana pur, il était déjà entré dans un état de combat et non dans un état de défense, et c'est pourquoi le chaton a fini par mordre son doigt, seulement pour tester s'il était vraiment une bonne personne. À ce moment-là, il a fini par hurler de douleur, et comme cela faisait dire la vérité à la personne, il a admis qu'il n'arrêtait pas de regarder les belles jambes de Sacha. Cela a fini par mettre Sauron en colère, disant que ce type était sans vergogne. Il a tapoté la tête du chat, qui a lâché son doigt, et il s'est quand même énervé parce que ce chat a soudainement attaqué son corps. Un peu timidement, Sacha a demandé ce qu'il trouvait de si bien dans ses jambes. « Attends une minute. J'ai parlé de tes jambes. Je n'ai même pas remarqué. » Et pendant ce temps, Sacha n'arrêtait pas de dire à P.O. de continuer à mordre Lia mort, se souvenant que le chaton était un chat démoniaque, et n'arrêtait pas de suspecter, pensant que ce garçon ne valait rien. Cependant, Sacha les calme en disant que le garçon était en phase d'entraînement, et dit aussi que dans l'entraînement d'aujourd'hui, il ferait des améliorations de mana. Mais c'était pour qu'il reste calme, car l'entraînement initial serait moins dangereux. Mais le type ne faisait pas vraiment confiance aux gens. Il était méfiant, surtout à cause du visage amical de ce chaton. Soaring dit au chat de le finir, et le chat saute. Il était très rapide, mais notre héros était prêt à l'affronter de front. Quelques minutes passent, et notre protagoniste perd la bataille, finissant avec le corps plein d'égratignures. Sacha dit qu'il n'a même pas attendu qu'elle finisse les explications et a déjà commencé la bataille. Et en caressant Pio, elle dit au chaton d'y aller doucement. Lee n'était pas familier avec le combat, donc il fallait y aller doucement avec lui. Remettant le chaton au sol, elle dit d'essayer à nouveau. Et après avoir joint ses mains, elle lance un nouveau sort. Elle invoquait une nouvelle barrière mobile qui n'arrêtait pas de poursuivre Lee. De cette façon, il pouvait se déplacer librement. La jeune fille claque des doigts et dit qu'elle a changé le mode de la barrière d'entraînement en mode étincelle. De cette façon, il aurait un corps spirituel et ne subirait pas de dommages physiques. Sa main brillait pendant qu'il pensait à une stratégie. Et avec ça, il matérialise un jouet pour chat qui finit par activer une forme féroce du chaton. Et Sauron là dans le bureau n'arrête pas de dire que le garçon est un idiot et qu'il devrait ranger ça tout de suite. Mais il était trop tard. Le chaton a réussi à attraper le jouet, mais maintenant il était hors de contrôle. Le petit Dancel P.O. aurait des instincts explosifs quand il voyait des jouets pour chat. Les yeux du chaton changent même de couleur. Et notre héros commence à crier désespérément. Il jette le jouet par terre et s'enfuit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Au lieu d'aider, Sacha reste là à rire, disant que Lee était très drôle, et que le gamin s'enfuyait d'un petit chaton. Sauron apparaît là sous forme de robot, et n'arrête pas de dire que cet entraînement de 3 semaines valait la peine. C'est parce que le gars réussissait à s'enfuir de ce chat qui était très rapide. Cependant, il devrait penser à une stratégie pour le vaincre. Puisqu'il avait changé les attributs de défense en attributs d'attaque, il pouvait en effet vaincre n'importe quel type de démon. Il avait juste besoin de réussir à contrôler la bonne stratégie. Pendant que le chaton le poursuit, Sauron explique qu'il existe 3 types d'attributs, mais P.O. finit par l'interrompre, sautant sur notre héros. Le gars réussit à esquiver cette attaque, et Sauron explique que le premier attribut est l'attribut I. Il commençait déjà à en avoir marre de toutes ces explications. L'attribut I servait à améliorer la condition physique, et Sauron a dit qu'il ne pourrait pas l'utiliser maintenant. Mais pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser? Quel genre d'entraînement nul est-ce? À ce moment-là, le chat tire un souffle de feu, et il réussit à esquiver. Il ne s'en rendait pas compte, mais il utilisait déjà de l'énergie. Oui. C'est pourquoi il a réussi à esquiver le chaton. Attends une minute. Ce chat peut aussi tirer des rayons de feu de sa bouche. Le deuxième attribut serait l'attribut G, qui est le type d'énergie pour la manifestation d'éléments et aussi les invocations. Le chaton montre qu'il est un vrai maître et commence à évaporer toute l'eau en libérant son jet de feu. Attends une minute. Il a réussi à évaporer toute cette flaque d'eau avec une seule flamme. Je pense que vous voulez me tuer ici dans cet entraînement. Le petit robot donnait tellement d'informations que Lee s'est énervé, disant de lui donner un résumé après cet entraînement. Il se passait trop de choses en même temps. C'était le petit robot qui parlait et le chat qui essayait de le tuer de toutes ses forces. Il réalisa que le chat prenait ce combat très au sérieux. Et finalement, Sauron explique le troisième attribut appelé l'attribut Shin, qui était essentiellement des sorts de soutien. Il ne voulait rien savoir de tout ça. La seule chose à laquelle il pensait était de s'en sortir vivant. Après avoir expliqué tous les concepts, le petit robot n'arrête pas de dire que maintenant il pouvait utiliser son mana. Maintenant qu'il connaissait plus ou moins la base des attributs, il pouvait trouver une meilleure stratégie. Même quand il ne connaissait aucune base, il a réussi à fabriquer une arme, mais maintenant il pouvait manifester d'autres choses. Elle n'allait pas détailler tout ce qu'il pouvait faire. Le gars devrait utiliser sa propre imagination, mais il n'aurait pas beaucoup de temps parce que le chaton était déjà en train de faire des cercles magiques.
Notre héros réalisa que le chaton utilisait l'énergie Ui pour se renforcer et aussi l'énergie Shin pour invoquer une main géante. Il demanda à Sacha si ce n'était pas trop dangereux, et Sauron, qui était à ses côtés, lui dit de rester calme car toute blessure serait guérie. Ah, d'accord. Donc, même si je suis démembré, je ne mourrai pas. N'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Tu me le promets? À ce moment-là, il finit par prendre un énorme coup de ce chat et s'envole au loin, détruisant tout le sol. Il réalisa que le coup était très fort, mais il n'était pas complètement fini. Attends, va-t-elle m'attaquer à nouveau? Le chaton ne donnait aucun repos. Si je continue comme ça, je vais être transformé en sac de frappe. Et avec ça, il pensa à la chose que les chats détestaient le plus. Mais il n'y aurait pas assez de temps pour invoquer ce à quoi il pensait, car le chat avait déjà préparé une autre attaque. Alors il invoqua un bouclier pour se défendre. Saran fut surprise, car il agit très vite. Il s'avère que ce garçon n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Sacha a dit que l'y faisait un excellent travail. Il a réussi à résister à 2 attaques du petit PO. Maintenant, il essaie de faire une autre manifestation. Il avait déjà le bouclier et finit par manifester une mitrailleuse. Sacha, qui regardait ça, dit que le gars était très talentueux parce qu'il avait fait 2 manifestations en même temps. N'importe qui ne pourrait pas manifester 2 armes. Si c'était une épée et un bouclier, ce qui était très simple, elle pourrait même comprendre, mais il manifestait une mitrailleuse et était même satisfaite, disant que sa courbe d'apprentissage était extraordinaire. Les armes modernes avaient une puissance destructrice bien supérieure aux anciennes. Il semble que ce type était considéré comme un prodige. Plaçant l'arme dans l'espace du bouclier, il se prépara à tirer. Mais cette arme était faible contre PO parce qu'il était trop rapide. Il réalisa qu'il était très difficile de viser le chaton. De plus, il réduisit la distance et essaya de frapper avec ses pattes géantes. Heureusement, il réussit à bloquer à nouveau. Mais cette fois, il fut projeté au loin, perdant son bouclier et son arme. Comme il l'avait pensé, il ne serait pas si facile de vaincre un chaton comme ça. Il devrait donc essayer une autre stratégie. Le chat monta sur cette arme et commença à émaner son énergie sombre. Essayant d'atteindre cette arme, il dit qu'il y était presque. Si je peux l'attraper, je vais gagner. Le chaton lui sauta dessus, jetant l'arme encore plus loin. Mais tout cela était une stratégie de lit. Le chat était dans une position désavantageuse, et il commença à matérialiser une cascade tombant du ciel, frappant le petit chat directement. S'il y a une chose que les chats détestent, c'est l'eau. Et il réalisa que le chat se donnait la peine de sécher toutes les flaques d'eau, et grâce à cela, notre héros avait gagné, laissant le chat inconscient. Le gars était vraiment dur à cuire, les amis, et il s'est même évanoui avec un sourire. L'âme du chaton a presque quitté son corps, et ils l'ont enfermé dans une cage. Sauron commenta que ce type était vraiment incroyable. En plus de manifester des armes, il pouvait créer des éléments. Sans oublier qu'il a fait ça en utilisant l'attribut Shin qu'il venait d'apprendre. Sauron demanda à Sacha comment il pouvait faire ça si vite. Et elle imagina que lorsqu'il utilisait l'attribut Shin, peut-être que ses capacités s'étendaient au-delà du domaine du talent commun. Plus tard, ils ont commencé à soigner PO. C'est parce que le chaton était devenu très stressé. Elle n'arrivait pas à croire que notre héros était capable de manifester une si grande puissance et même de vaincre PO. Il rit, disant que c'était de la chance et de la stratégie parce que le chaton n'aimait pas l'eau. Il réalisa quand il commença à sécher l'eau et savait qu'il ne pourrait pas le vaincre avec une arme à feu parce qu'il était trop rapide. Il était encore trop tôt pour qu'il termine l'entraînement, et c'est pourquoi Sacha allait lui donner quelques tâches à terminer à la maison et finit par lui remettre une encyclopédie des armes modernes avec de la modélisation 3D. S'il pouvait mieux comprendre comment les armes fonctionnaient, il serait capable de les matérialiser plus précisément, et ce serait bien pour lui de pouvoir fabriquer plus d'armes et vaincre un plus grand nombre de monstres. Il prendrait également une pause de 3 jours parce qu'il avait dépensé trop de mana. Donc ce temps serait nécessaire pour qu'il se rétablisse. Après tout, s'il utilisait tout son mana, il commencerait à perdre la vie. Et il réalisa que c'était comme dans les jeux. Et ils lui dirent aussi de se préparer, parce que dans 3 jours, ils feraient leur première mission ensemble. Et ils demandèrent aussi à Sauron de montrer la photo de la personne qu'ils allaient enquêter. C'était la photo d'une femme qui était la présidente d'une grande entreprise. Elle devenait la cible d'un mock Doogie, et notre héros n'arrêtait pas de demander ce que cela signifiait. Cela signifiait que bientôt toi et moi aurions notre première bataille en tant que partenaires. Plus tard, la scène se déplaça vers l'entreprise de cette femme. Elle était la présidente d'une agence de mannequins et regardait la photo de quelques beaux mecs. L'un d'eux avait récemment perdu son grand-père, qui était un homme célèbre, et elle pouvait utiliser cela pour se rapprocher de lui. Souriant, elle se prépara à appeler, disant que ça allait être amusant de jouer avec ces deux-là. Elle appela le directeur King et lui demanda de lui passer le contact du gars de la photo numéro 3 et numéro 8. L'homme à l'autre bout du fil dit qu'ils étaient occupés en tournée, mais elle ne voulait rien entendre. Elle avait un hobby, exploiter ces jeunes hommes et ensuite ruiner leur réputation. Elle se fâcha parce que le directeur dit que les gars ne pouvaient pas entrer en contact avec elle. Cela laissa la femme irritée, cherchant sa prochaine victime.
Elle attrapa son sac et demanda à la secrétaire Park de dire au chauffeur de préparer la voiture tout de suite parce qu'elle allait déjà au club. Alors qu'elle approchait de l'ascenseur, elle tripotait son sac et vérifia pour voir si son petit sachet de poudre blanche était plein et commença déjà à rire. Je ne sais pas si c'était des produits illicites qu'elle utilisait ou si c'était quelque chose pour adultérer ses victimes, mais le Mokdougi était là à regarder la femme. Puisqu'elle commettait beaucoup d'actions négatives, son mana s'affaiblissait, et donc, devenait une cible facile pour ces monstres. Miss Summer donna même un petit rire, disant qu'il était presque temps de dévorer cette femme. Le jour suivant, notre héros était là à étudier cette encyclopédie des armes. Les techniques d'attribut léger étaient très difficiles à manier pour lui. Après avoir beaucoup étudié, il finit par ranger le livre. Afin de renforcer son corps, il aurait besoin d'infuser du mana dans sa moelle épinière. Il allait s'entraîner un peu à ça et vérifier si sa sœur n'écoutait pas. Peu de temps après, il chargea de l'énergie dans ses mains et d'une manière presque facile, réussit à faire une petite arme. Comme Sacha l'avait dit, il serait capable de récupérer son pouvoir s'il se reposait. C'était parce qu'il avait épuisé tout son mana pendant cet entraînement. Mais maintenant que le temps avait passé, il était tout neuf à nouveau pour faire d'autres entraînements privés. Et quand il ouvrit le rideau, il y avait sa sœur. Il ne s'attendait pas à la rencontrer, surtout habillée comme ça. La fille demanda où il allait à 7 heures de la nuit, portant un costume, et il inventa une excuse disant que c'était les funérailles du grand-père d'un ami. Attends une seconde. Tu n'as pas d'amis? Ah, c'est juste que je me suis fait cet ami récemment. Connais-tu le nom de cet ami? Eh bien, son nom est Pio. Quoi qu'il en soit, je reviens bientôt. À plus tard. Au revoir, sœur. Présente-leur mes condoléances. Pio, quel nom bizarre. Il y avait notre héros rencontrant Sacha pour enquêter sur cette femme. Tout d'abord, ils sont allés au restaurant au bas de l'hôtel. Comme c'était sa première mission, il était nerveux, mais elle essayait de le rassurer. Je ne suis pas nerveux. Je te jure, je ne suis pas nerveux. Il disait ça, mais il tremblait de partout, il avait peur d'affronter un Mokdougi. Il devait se calmer parce que la victime allait bientôt arriver. C'est pour ça qu'il faisait semblant d'être là. À ce moment-là, il remarqua quelque chose d'intéressant dans le magazine. Il vit que les vêtements étaient extrêmement chers, coûtant $50. Et quand il regarda Sacha, il remarqua quelque chose d'encore plus particulier. Ses vêtements étaient exactement les mêmes que ceux du magazine. À chaque fois qu'on se voit, tu portes des vêtements différents. N'est-ce pas? Elle a dit que sa secrétaire lui faisait des vêtements assortis à la mode de ce monde. La secrétaire était Sauron, qui n'arrêtait pas de le maudire à travers le petit robot. La blonde n'arrêtait pas d'analyser des magazines de mode pour confectionner de très beaux vêtements pour son maître. Et le gars rougit en disant que Sacha s'habillait très bien, qu'il aimait son style. En riant, la fille dit que sa secrétaire serait très heureuse de l'apprendre. Mais elle attira l'attention de Lee en lui disant de se concentrer parce que la proie du Mokdouki venait d'arriver. C'était une humaine méprisable qui avait fait beaucoup de mauvaises choses. C'est pourquoi son niveau de mana était très bas. Il demanda où elle était, et elle répondit qu'elle était à l'entrée de l'hôtel. La femme approchait. Elle s'appelait Gio Henry. Elle avait 39 ans et était accompagnée d'un très jeune homme. Lee demanda qui était ce type à côté d'elle, et Sacha répondit que c'était sa proie actuelle. Elle accumulait de mauvaises actions parce qu'elle n'arrêtait pas de faire du chantage à ces jeunes hommes. Elle sélectionnait des personnes qui aspiraient à la célébrité, et après les avoir utilisées, elle finissait par les jeter, les pauvres. Elle faisait ça uniquement par méchanceté, parce qu'elle avait envie de manipuler les gens. Et comme elle faisait partie d'une agence, elle contrôlait les médias pour qu'ils disent du mal de ces personnes. À cause de ces actes négatifs, elle avait considérablement diminué la qualité de son âme, et avait donc perdu la capacité de défense de son mana. Sacha dit que c'est exactement ça. Et même les humains qui sont forts et qui maltraitent habituellement les autres peuvent devenir faibles à cause de ces mauvaises actions, et cela ouvre la voie au Mokdouki pour dévorer les gens. En d'autres termes, ce sont des proies faciles pour ces démons. Notre garçon demanda s'il devait déjà intervenir et aider la femme, mais elle dit non, qu'il devait attendre. Elle se leva, attrapa son presse-papier et dit qu'il leur restait 30 minutes et qu'il devait suivre cette femme. Pour l'instant, elle ne sentait aucun signe de la présence du Mokdougou à l'intérieur de la barrière. La femme et sa proie sont allées à un ascenseur, et comme il se fermait, Sacha demanda la permission de retenir la porte. Ils entrèrent dans l'ascenseur et appuyèrent sur le bouton. Tous les trois étaient ensemble à l'intérieur de l'ascenseur. La femme regarda avec un visage légèrement intéressé. Sacha, la fille se tourna vers Lee et demanda si leur chambre était aussi au 12e étage. À ce moment-là, la femme se présenta en disant qu'elle faisait partie d'une agence et qu'elle aimait beaucoup le style de Sacha, lui tendit même une carte en lui demandant si elle voulait devenir célèbre. Elle dit qu'elle avait un bon œil pour les stars et que Sacha pourrait devenir une idole incroyable. En souriant, Sacha la remercia pour son offre. Cependant, elle allait épouser cet homme beau, et à cause de cela, ses rêves de devenir une idole ne seraient pas possibles. L'expression sur le visage de notre protagoniste affichait un sourire légèrement embarrassé. La femme dit que c'était dommage, et le garçon resta à l'arrière en essayant de se maîtriser. La femme se tourna vers le garçon et commença à le gronder, en lui disant qu'il ne devrait pas manger des choses avec trop de calories,
et lui demanda même d'aller chercher un café d'une marque spécifique. Et le gars fut choqué parce que cette marque appartenait à son ex-petite amie. En souriant, elle demanda si c'était un problème et dit quand même qu'il allait avoir des ennuis et perdre cette marque puisque le gars avait fait de très mauvaises choses. On voit que cette femme aimait vraiment manipuler les gens, et même il réalisa qu'elle ne méritait pas d'être sauvée. Ils atteignirent le 12e étage et chacun partit d'un côté différent du couloir. Les déesses ne pouvaient pas savoir exactement quand la personne allait mourir, seulement quand le mana allait se terminer. Sacha dit que c'est exactement ça. Il n'était pas possible de connaître exactement la cause de la mort. C'était parce que personne ne connaissait l'avenir, et encore moins pouvait faire une prédiction précise. La seule chose qu'il savait était que le mana de la femme allait se terminer dans cet hôtel vers minuit et quart. Mais comme cette région n'était pas remplie de faucheurs, Sacha dit qu'il n'y aurait probablement pas beaucoup de morts. Lee commença à relier les points pour essayer de comprendre ce qu'il pouvait déduire de cette information. Son idée était que seule cette femme allait mourir cette nuit-là. C'est pourquoi il n'y avait pas de faucheurs. Et comme elle était prédestinée à mourir, ce n'était peut-être même pas un Mokdugi qui allait l'éliminer puisqu'elle s'était fait beaucoup d'ennemis à cause de ses mauvaises attitudes. Attends une seconde. Donc, si elle va mourir aujourd'hui, mais pas par un Mokdugi, alors peut-être que ce type va essayer de le faire. Il faut l'arrêter. Et ce n'est même pas pour la vie de la femme, mais pour empêcher ce type de devenir un meurtrier. Sacha dit qu'il avait très bien compris, mais qu'il devait faire un choix. S'il décidait de la sauver d'être éliminé par ce type, alors il devrait se battre contre le Mokdugi. Mais si par hasard il laissait le meurtre se produire, il n'aurait qu'à se battre pour s'assurer que son âme ne soit pas emmenée au mauvais endroit. En d'autres termes, il serait plus facile de laisser quelqu'un éliminer la femme et de simplement guider son âme en enfer. C'est pourquoi il devait faire ce choix, ne pas empêcher la mort et collecter l'âme, ou empêcher la mort et se battre contre un Mokdugi. Le garçon était pensif parce que les deux options étaient compliquées. Sacha dit que si par hasard il voulait sauver cette femme, il devrait d'abord révéler leurs informations. De cette façon, le Mokdugi, qui avait cette femme comme cible, commencerait à les viser tous les deux. C'était parce que lorsqu'il se révélait à une personne en tant qu'agent spirituel, cela donnait au Mokdugi le droit de les attaquer. C'est pourquoi il devait penser au meilleur choix possible. Le garçon prit une profonde inspiration. Comme il n'était pas possible de connaître l'endroit exact et l'heure exacte de la mort, alors il y avait une chance de la sauver. Et il en était sûr parce qu'elle l'avait confirmé quelques instants auparavant. Notre garçon ne voulait pas sauver cette femme uniquement par compassion. Ce qu'il voulait vraiment, c'était empêcher quelqu'un de devenir un meurtrier. Alors, il a fini par saisir fermement les épaules de Sacha et a demandé s'il y avait vraiment une chance que la femme ne soit pas tuée par une personne. Il pensait qu'il était bien mieux qu'elle soit tuée par un Mokdugi que par un meurtrier. Mais peut-être qu'il pouvait arrêter les deux. Elle ne mourrait pas du tout. Le simple fait d'avoir peu de mana ne garantissait pas qu'une personne perdrait la vie. Cette femme méritait vraiment la mort. Mais cela ne signifiait pas que les personnes qui avaient été victimes d'elle devraient être vouées au péché. Et c'est ce qu'il voulait empêcher. Il ne voulait pas que ces victimes agissent impulsivement et gâchent le reste de leur vie. Et il n'arrêtait pas de dire toutes ces choses, en tenant fermement l'épaule de Sacha. Lee essaierait de sauver les deux personnes, à la fois le futur meurtrier et mademoiselle Jo Henry. Notre garçon, c'était une très bonne personne. Et même si quelqu'un était mauvais, il pensait que cette personne méritait de vivre. En entendant ces mots, Sacha sourit et dit que puisque c'était son choix, elle le respecterait. De cette façon, ils se sont dirigés vers la chambre de la femme. Notre garçon mourait d'embarras parce qu'il tenait toujours le bras de Sacha. Il se demandait même si elle se sentait offensée, mais en réalité, elle avait attrapé son bras en premier dans l'ascenseur. Pourrait-elle penser que j'avais des intentions inappropriées? Eh bien, ce n'est pas comme si c'était un mensonge. La fille le regarda avec une expression espiègle. Ma fille, nous savons déjà que tu l'aimes. Idole. Cela montrait qu'il était une personne très empathique. Il a dit oui et a réussi à s'échapper, en disant que c'était vraiment agréable de lui avoir tenu l'épaule. Attends, épaule. De quoi parles-tu? Ah, non. Ce n'est rien. Mais attendez, pouvez-vous lire dans les pensées? Voulez-vous que je lise dans vos pensées? Non. Pas besoin. Merci beaucoup. Elle a également expliqué que le bon cœur de Lee lui donnait un avantage important dans la lutte contre les monstres. C'est parce que lorsqu'une personne fait de nombreuses bonnes actions, cela finit par renforcer le mana présent dans son corps. Il ne prêtait même pas attention à ces choses qu'elle disait. A-t-elle lu mes pensées? Je suppose que c'est bien que je garde mes pensées en ordre. Waouh! J'avais tellement de pensées éhontées autour d'elle. Elle a dû tout entendre. Sacha n'avait toujours pas détecté le moindre signe qu'un Mokdugi avait franchi la barrière. Et en pensant à ce loup, il se souvint que lors de leur première rencontre, ils avaient été téléportés dans une autre dimension. C'était parce que ces créatures se cachaient dans l'ombre et n'étaient pas visibles tout le temps dans ce monde. Et lorsqu'ils étaient sur le point de commencer à chasser, ils libéraient cette barrière, tout cela pour séparer l'espace et le temps. Sacha a expliqué qu'il pouvait rester des heures et des heures à l'intérieur de cette barrière, mais dans le monde réel, seules quelques millisecondes se seraient écoulées. Et il pouvait identifier quand le Mokdugi était proche, car il sortirait d'une barrière comme celle-là et finirait par émaner une énergie sombre. À ce moment-là,
le gars qui était avec la vieille femme a dévalé le couloir en courant. Sacha imaginait déjà qu'une autre idole était venue se venger de la femme. Elle a fini par jeter un sort sur ce type pour qu'il ne puisse pas s'échapper, et immédiatement il est devenu somnolent et paralysé. Notre héros a été surpris puisqu'elle avait tellement de sorts. Ensuite, Sacha a dit à Sauron d'effacer les souvenirs de ce type et de le renvoyer chez lui, en disant « Oui, maîtresse ». Elle est partie immédiatement. Utilisant un sort de magie légère, elle ordonna au type d'oublier complètement ce qui s'était passé et de rentrer directement chez lui. Et il semblait que c'était exactement ce qu'ils avaient soupçonné qui s'était passé. Une idole était allée là-bas pour essayer de se venger de cette vieille femme. D'accord avec cela, Notre-Dame a dit qu'ils devaient y aller rapidement. En arrivant à la pièce, ils ont réalisé qu'elle était verrouillée. Il imaginait quel type d'arme il devrait créer pour détruire cette porte. Il a même commencé à matérialiser une hache pour défoncer toute la porte, mais Sacha était bien mieux préparé et a fait fondre toute la poignée de porte. Le gars était surpris car à chaque instant, elle présentait un nouveau sort. Vous pouvez entrer, mais soyez prudent car c'est encore chaud. Notre garçon est entré en disant qu'il était le service de chambre. Cependant, il a entendu un appel à l'aide. Il y avait un homme à capuche au-dessus de la femme essayant de l'éliminer. Il disait qu'il en finirait avec cette femme diabolique parce qu'elle avait ruiné sa vie. Notre héros est allé là-bas et a tiré le gars de la femme. Lâche-moi. Cette femme a ruiné ma vie. Si tu ne me lâches pas, je vais t'éliminer aussi. Sacha est entré dans la pièce et s'est rendu compte que la vieille femme était presque en train de mourir par manque d'air. Lee a essayé de calmer le gars, en disant qu'il ruinerait encore plus sa propre vie s'il faisait quelque chose comme ça. Pendant ce temps, la vieille femme maudissait le garçon avec tous les noms imaginables. Quand elle a regardé devant elle, elle s'est rendue compte que la fille de l'ascenseur était là et a même pensé qu'il conspirait avec cette idole, et elle a immédiatement commencé à menacer le gars qui venait de lui sauver la vie. Si j'étais notre protagoniste, je laisserais ce garçon s'en prendre à elle. Il disait que cette vieille femme avait manipulé les médias pour dire qu'il avait utilisé des produits illicites. Et elle s'est défendue en disant qu'elle n'avait manipulé aucun média, et ce n'était pas de sa faute si on avait trouvé ces produits dans la voiture. Et elle a déjà commencé à agir comme une folle, disant qu'elle ruinerait sa vie parce qu'il avait essayé de l'attaquer. Et, vieille dame, aide aussi. Arrête de provoquer le garçon. Elle n'arrêtait pas de le provoquer, disant qu'il n'avait aucun talent et qu'il essayait maintenant de se venger d'elle parce qu'il était un raté. Le garçon voulait désespérément s'en prendre à la vieille, mais notre héros le retenait. Il a même dit au garçon qu'il ne pouvait pas attaquer cette femme parce qu'elle allait mourir aujourd'hui de toute façon, et tout le monde a été choqué. Les gens se sont tournés vers lui et lui ont demandé ce qu'il racontait. À ce moment-là, Sacha a placé un seau sur le garçon. Immédiatement, il a commencé à perdre conscience. Le type ressemblait à un zombie, un somnambule. La femme a demandé ce qu'ils avaient fait à ce type, et si par hasard ils étaient médiums. Lee s'est excusé très doucement car il avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû, puis a expliqué qu'ils étaient des agents d'outre-monde. Quoi d'outre-monde? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle s'est alors mise à rire comme une folle. Elle pensait qu'ils étaient des procureurs et qu'ils étaient là parce qu'elle avait commis divers crimes, mais c'était inutile. Elle ne serait jamais arrêtée car elle avait d'excellents avocats. Inutile d'essayer de te défendre. L'endroit où tu seras jugé est en dessous de nous tous. La femme n'a pas compris ce que Sacha venait de dire. Et quand elle a remarqué que le garçon disparaissait, elle était déjà en état de choc. Ce qui s'était passé, c'est que le Mogdou avait franchi la barrière. Un portail a commencé à s'ouvrir à l'intérieur de cette pièce, et une rafale de vent a repoussé leurs cheveux en arrière. D'un ton sérieux, Sacha lui a dit de faire un bouclier de mana devant elle. Elle sentait une intention malveillante, il devait donc faire un bouclier capable de les protéger tous les trois. Elle a immédiatement pris le petit papier de son presse-papier et a collé ce sceau sur le visage de la vieille. Si elle ne voulait pas que son âme soit prise par les démons, elle devait rester silencieuse. Il ferait de leur mieux pour s'assurer que son énergie atteigne l'enfer en toute sécurité. La femme a fini par s'évanouir dans les bras de Sacha, et après l'avoir placée sous le lit, notre héros avait déjà déployé les boucliers. À ce moment-là, il a réalisé qu'un tir avait touché le bouclier et a pointé le passager là comme un imbécile. Ce qui avait percé le bouclier n'était pas une simple balle, mais un couteau. Et, baisse-toi. Tu es fou? Sortir la tête comme ça. Préparez-vous. Ce n'est que le début. Le verre a commencé à se briser et de nombreuses lames ont été jetées dans la pièce. Le garçon n'arrêtait pas de dire que le bouclier était repoussé vers l'arrière. Et vraiment, les gars, c'était une pluie de lames. Certaines d'entre elles ont traversé le bouclier, blessant son corps. Et Sacha, juste à côté de lui, a remarqué qu'il était assez résistant. Et, Sacha, y a-t-il une compensation de travail ou mieux, une assurance vie? Si c'est le cas, mets ma sœur comme bénéficiaire. Elle a effectué un sort, ouvrant un portail et invoquant le miroir qui reflète les démons. De cette façon, les lames ont été arrêtées dans l'air. Ce miroir magique pouvait refléter tout ce qui mesurait moins de 10 pouces de long. Et après avoir fait ça, les lames ont été arrêtées en plein air. Le garçon a demandé si c'était déjà fini. En attendant, ils étaient tendus, se demandant quel genre de monstre allait arriver. Deux personnes sont apparues, disant que le mana de ce bleu était vraiment magnifique.
C'était Mademoiselle Summer, disant qu'elle était impressionnée par ce bleu, et a même fait une blague, disant qu'il avait fait un bouclier excessivement grand. Feignant la sympathie, Summer a dit que si Sacha leur remettait simplement cette femme, il partirait. Il a reconnu Summer, qui était ce démon chat, mais notre héros ne plaisantait pas. Il a déjà pointé le pistolet vers l'extérieur et a commencé à tirer plusieurs coups, disant qu'il n'y aurait aucune négociation. Le chat était très rusé et a réussi à esquiver. Sortant son visage du mur, il a dit qu'il était seulement venu parler et que ce bleu était très cruel. Ils avaient entendu dire que ce garçon pouvait manifester 2 armes de mana simultanément, mais le chauve a dit que cela n'avait pas d'importance car il vaincrait ce garçon quoi qu'il en coûte. Et il n'arrêtait pas de dire au chat de ne pas interférer, car il avait promis de lui donner tout l'honneur et le mérite. La fille a accepté, et le type a ri diaboliquement. En fait, c'était une colonie de rats. Notre héros a réalisé que certains tirs qu'il avait tirés sur ce type avaient fini par libérer de petits rats morts sur le sol. Mais le type a dit que peu importe le nombre de tirs qu'il prenait, il ne serait jamais vaincu. Pauvre héros. Je pense que c'est le pire travail de CLT que quiconque puisse avoir. D'innombrables rats ont chargé sur notre héros, et il les a tous abattus et a même commencé à demander de l'aide à Sacha, disant qu'il ne pouvait pas tous les vaincre. Le rat était très proche de l'atteindre, mais ses balles magiques ont causé d'énormes dégâts aux petits rats. À ce moment-là, un cercle magique est apparu, et une forte lumière est tombée sur eux. C'était Sacha qui faisait ça pour les repousser. Ensuite, elle a sorti un autre petit papier, et en touchant le bouclier, a créé une barrière magique. Les rats se sont rassemblés derrière cette barrière, et le chef de la colonie leur a dit de commencer à ronger car il la briserait bientôt. Sacha a dit que cette barrière ne durerait pas longtemps car ces rats pouvaient ronger la magie. Elle allait même placer une autre barrière défensive dans la pièce d'Aak sans grave côté. Le chef des rats, qui avait un petit collier, n'arrêtait pas de donner des ordres, et les deux se sont enfuis le plus vite possible. Je suis sûr, pensa-t-il, affronter un loup, c'est bien, mais une horde de rats? C'est injuste. Summer était de retour là-bas, observant la bataille. Il parvenait à ronger la barrière très rapidement. Pendant ce temps, le chat se retenait d'interférer dans le combat. Sacha y atteignait déjà l'autre pièce. La fille a donné un coup de pied dans la porte, brisant tout. Il devait s'échapper car les rats approchaient déjà. Les petits rats étaient sur le point de briser la barrière. Le garçon a pointé son arme vers l'autre appartement et s'est préparé. Il a demandé si elle ne pouvait pas utiliser ce miroir pour ralentir les rats, mais elle a dit que ce n'était pas des projectiles. Attends, tu es en train de me dire que chacun de ces petits rats est un bogdug? Oui, exactement. Ils faisaient partie d'une colonie. C'étaient des êtres individuels vivant dans une colonie, mais ils semblaient très bien performer en groupe. C'était comme s'ils partageaient tous une seule conscience. Elle a sorti un autre papier de son presse-papier puis a jeté plusieurs seaux dans l'air. C'était pour générer une barrière protectrice encore plus puissante, et elle a réussi, bloquant cette porte. Ensuite, elle a demandé s'il pouvait manifester une arme qui pourrait infliger plus de dégâts à ces créatures. Il y a réfléchi un moment, mais à ce moment-là, il ne pouvait penser à aucune autre arme. Il avait même lu cette encyclopédie des armes, mais n'avait pas mémorisé tous les objets. Elle savait que ce serait trop pour son esprit. Mais une façon pour lui de créer des armes plus complexes et plus puissantes était d'effectuer une sorte de déblocage de puissance. Le garçon a dit que c'était bon. Elle pouvait le faire. Pas de problème du tout, puisqu'il mourrait s'il restait là. Ce serait risqué. Alors, elle lui a demandé de s'asseoir sur ce lit. Les petits rats étaient sur le point de briser la première barrière, et le chef n'arrêtait pas de leur ordonner de ne pas s'arrêter une seule seconde. Sacha a expliqué qu'en déverrouillant son esprit, le garçon serait capable d'utiliser 100% de sa capacité cérébrale et ainsi de manifester une arme plus puissante et de renforcer sa culture de mana, mais c'était très risqué. Contrairement à la manifestation d'armes habituelle, qui utilisait une petite base de mana, cette libération mentale déchaînait beaucoup plus de mana. En d'autres termes, s'il atteignait sa limite de mana maximale, il pourrait mourir. Cette technique était appelée hyper-éveil. Le garçon transpirait mais n'avait pas d'autre choix. S'il ne faisait pas ça, ces rats pourraient les dévorer vivants. Sacha a expliqué que pour utiliser l'hyper-éveil sur son cerveau, il avait besoin d'un esprit libre de pensées négatives. À partir de maintenant, il devait avoir des pensées heureuses, et elle n'arrêtait pas de toucher la tête du jeune homme. Ce faisant, le garçon essayait de penser autant que possible à des choses heureuses et joyeuses. La première chose à laquelle il a pensé a été de devenir millionnaire, puis de guérir la paralysie corporelle de sa sœur. Tout cela le rendait extrêmement heureux avec des joues roses. Sacha a dit qu'il se débrouillait très bien et qu'il devrait maintenant penser à des choses encore plus heureuses, des choses qu'il désirait vraiment. Une chose qu'il voulait vraiment était d'avoir une famille normale, et il s'imaginait déjà rentrer du travail avec Sacha là, dans sa maison. D'une manière séduisante, elle l'accueillerait. J'avoue que je ne suis pas sûr qu'elle savait ces choses auxquelles je pensais, mais elle dit que je me débrouille bien. Une autre chose heureuse à laquelle je pense est d'avoir 2 enfants avec elle, un garçon et une fille, et aussi quelques animaux de compagnie pour aider à l'éducation sociale des enfants. Sacha mentionne qu'il avait des pensées très heureuses. L'hyper-éveil fonctionne donc mieux qu'elle ne le pensait. Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait atteint cet hyper-éveil si rapidement.
Et le garçon reste là à penser à ces petites choses avec Sacha. Il imagine construire une famille super heureuse à côté d'elle. Maintenant que la concentration de mana a fonctionné, elle dit qu'elle va s'éveiller et qu'il doit utiliser toute la concentration en même temps. Alors il imagine qu'elle lui parle en direct, l'appelant chère Marie. Dans son imagination, elle s'assoit sur lui, disant qu'elle aimerait avoir un troisième enfant, et demande s'il serait d'accord. Et, bien sûr, le gars dit oui. Et ainsi, il commencerait le processus d'avoir un autre petit enfant. Regardez les réontés sur le visage du gars. La pensée était si heureuse que le gars a transcendé. Mademoiselle Summer était là, regardant les rats briser la barrière, et commente même qu'elle s'ennuyait car il leur fallait longtemps pour la briser. Et avec le couteau à la main, elle se demande combien de temps il tiendrait quand les rats briseraient la barrière. Ils y étaient presque. Encore quelques secondes. Avec des joues roses, Sacha dit que c'est très impressionnant. Elle n'arrivait pas à y croire. Le garçon avait réussi l'hyper-éveil en utilisant son cerveau avec du mana. À ce moment-là, les rats brisent la barrière et passent tous à la fois. Ensuite, ils se rassemblent à la deuxième barrière faite dans la pièce et commencent à la manger petit à petit. Mais à ce moment-là, un jet de feu les balait tous. Même ça ne pouvait pas faire abandonner les petits rats. Le chef leur ordonne à tous de ronger le plus vite possible, et à ce moment-là, ils parviennent à faire un trou dans la barrière violette. Au milieu du trou, une bombe frappe un rat sur la tête. Tout le monde est choqué par cette bombe et demande même ce que c'était que ça. À ce moment-là, la bombe explose, envoyant le rat voler partout. Le chef réalise que le garçon a réussi à manifester une arme plus puissante, et le rat qui a explosé s'est transformé en poussière. Même Summer commente que le gars utilise des armes très intéressantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et notre garçon ne s'arrête pas. Il commence à lancer des bombes l'une après l'autre. Le rat commence à paniquer, car cela cause beaucoup plus de destruction. Il ordonne à tous les rats de se disperser, car ils ne veulent pas être éliminés. Mais notre protagoniste ne plaisantait pas, les gars. Regardez combien de bombes il a lancées. Le petit rat reste juste là, sans rien comprendre. Puis le chef ordonne à tout le monde de se protéger, et certains rats se sacrifient, sautant devant la bombe pour exploser. Ils le font sans hésiter. Sacha tenait un médaillon, et cette très forte explosion se produit pendant que le chef reste protégé. C'est toujours comme ça. C'est ça? Le chef utilise ses sbires comme chair à canon. Une lumière rapide passe pendant les bombes, les faisant exploser, causant une explosion plus forte que les précédentes. Summer remarque que Sacha utilisait le miroir de réflexion des démons pour faire exploser ses bombes, et la plupart des petits rats qui sont entrés dans la pièce ont été vaincus. Maintenant que les bombes se sont arrêtées, le chef leur dit de ne pas reculer et de charger à nouveau. Notre héros était là, fabriquant plusieurs bombes et les lançant à travers le trou de la barrière. Il recommence. Cependant, les rats sautent en l'air en essayant de bloquer l'explosion. J'avoue qu'il y a eu des moments où j'ai eu pitié de ces petits rats. Ils finissent par exploser pendant que les autres rats essaient d'escalader la barrière. À ce moment-là, il remarque une sorte de feu de fumée blanche, et il commence à se tordre en se plaignant de douleur. Summer atterrit dans la pièce, trouvant cela très intéressant. C'est parce que les démons étaient faibles contre ce type de feu blanc, et elle mentionne également que le garçon la surprenait. À chaque instant qui passe, il utilise une nouvelle technique. Oui, notre protagoniste a l'air idiot, agit comme un idiot, mais il n'est pas idiot. Summer a dit qu'elle avait promis de ne pas interférer, mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Si elle ne faisait rien, il serait vaincu de manière humiliante. Cette fumée de phosphore blanc se répandait, et Sacha lui a dit de se préparer pour l'arme finale. Il ne lui restait plus beaucoup de mana, il devait donc être prudent. Notre garçon savait que s'il utilisait trop de mana et qu'il en manquait, il pouvait mourir. Alors, en se concentrant, il se prépare à créer l'arme finale. Le rat était rempli de haine et ordonne à tous les autres d'essayer d'éteindre cette flamme blanche. Il commence à se mordre le corps. Petit à petit, ils réussissent à éteindre le feu, et avec un sourire plein d'espoir, le petit rat dit qu'ils ont encore une chance de gagner. Mais, de manière inattendue, ils sont piégés à l'intérieur d'une barrière. Les rats n'avaient aucun moyen de sortir, aucune échappatoire. Sacha traverse cette barrière, disant que les rats ont été naïfs de rester groupés. C'était exactement ce qu'elle voulait, les avoir tous ensemble pour les piéger. Maudissant Sacha jusqu'à la 7e génération, le petit rat dit qu'ils sont tombés dans une embuscade. Mais quoi qu'il arrive, il n'abandonnerait jamais. Notre héros finit enfin de matérialiser son arme, un puissant lance-flamme. Quand il a vu cette arme, le petit rat a commencé à transpirer froid. Ouais, gamin. Je ne pense pas que tu aies encore une chance de gagner. Juste en regardant la scène, vous pouvez déjà dire ce qu'il prévoit, les gars. Pas besoin d'expliquer. À ce moment-là, Summer apparaît, disant qu'il trichait. Tenant un couteau, elle admet qu'elle n'avait aucune intention de s'impliquer dans le combat, mais a changé d'avis et commente que ce newbie doit être vaincu de toute urgence. Elle jette le couteau, mais Sacha intervient avec sa barrière protectrice, et le petit chat dit même que ces barrières protectrices simplifiées ne valent rien. S'ils ne veulent pas être percés par des couteaux, ils devraient se pousser du chemin. La fille le regarde juste dire ces choses. Elle jette son presse-papier sur le sol et dit que même s'il était un artiste martial, elle était aussi très puissante.
Elle active son pouvoir, et le garçon commence à lancer un tas de lames. Très habilement, elle parvient à bloquer toutes ses attaques. Notre protagoniste est presque touchée, mais elle parvient à le retenir. Miss Summer transpire froid en réalisant que Sacha est vraiment très talentueuse, et notre héros demande quel genre de femme c'était. Il semble que les dieux accordent beaucoup de valeur à leur partenaire, n'est-ce pas? Il n'a pas pu porter un seul coup de couteau, et la fille plaisante en disant qu'il manque de personnel, ils apprécient donc les humains qui travaillent avec eux. À ce moment-là, Miss Summer décide de partir, emmenant les rats, et dit que les Mogdogji sont aussi très précieux, elle ne pouvait donc en laisser aucun derrière. Mais le petit rat ne voulait pas abandonner. Il continue de dire à Miss Summer de le laisser partir, car il va finir ses humains. Tais-toi, espèce d'idiot. Vous avez perdu. Et le pauvre petit rat reste là tout abattu. J'avoue que j'ai eu pitié d'eux à ce moment-là. Summer finit par entendre cette femme, la vieille dame qui sort de l'intérieur de la barrière. C'était une occasion parfaite car il pouvait attaquer la femme et prendre son âme. Même Lee a réalisé que la femme était en danger, et profitant de l'occasion, le chat n'allait pas se relâcher et est allé après cette femme, jetant les rats. Plusieurs lames et rats allaient sur elle, mais Sacha était aussi puissante et donne un coup de pied à la femme à la tête. Le coup de pied est si fort qu'il la renvoie dans la barrière, mais ses couteaux attrapent le nœud de cheveux de Sacha. Tout ça pour qu'elle ait l'air élégante avec ses cheveux au vent. Lee intervient également pour protéger, et avec le mouvement, il parvient à attraper sa chère Wefu. La fille voit que Lee est attentive et sort immédiatement un papier de son presse-papier, invoquant un nouveau sort de barrière pour protéger la femme. Ce serait une barrière beaucoup plus puissante. Dans quelques instants, une barrière bleue entoure la femme. Comme cette barrière était encore plus protectrice, elle ne durerait pas longtemps. Il devait donc rester vigilant pour que les Mogduki ne l'attaquent pas. Comme la barrière ne durerait que quelques minutes, il devait rester attentif pour que les Mogduki n'attendent pas le bon moment. Agitant le couteau, Summer plaisante, disant que la barrière ne durera même pas 3 minutes. Il prend sa lame et essaie de frapper la barrière, réalisant qu'elle était en effet beaucoup plus puissante. En réalisant que Sacha était capable de créer des barrières sacrées, il a compris pourquoi Nightfrost avait perdu. Même les dieux ne pouvaient pas briser une barrière comme celle-là. Il commente également que la fille est très mignonne. Mordant la lame, il dit que cette barrière est beaucoup plus haute qu'il ne l'imaginait. Cependant, cette barrière ne bloquait que les êtres surnaturels et n'empêchait pas les humains de sortir. Il continue de toucher le verre, et la femme se lève en se plaignant d'un mal de tête. Comme Summer était très intelligente, elle commence à faire semblant d'essayer de faire sortir la femme. Elle a prétendu être une employée de l'hôtel et a demandé à la femme de la suivre. Au fond, tout ce qu'il voulait, c'était aspirer son âme, mais Summer était là jouant le rôle du majordome. La vieille dame a dit qu'elle n'avait jamais vu cet homme et a demandé pourquoi il agissait ainsi. À ce stade, on ne sait pas si Summer est un homme ou une femme, alors nous les traiterons différemment à chaque instant. Après avoir dit quelques mots, la femme commence à faire quelques pas en avant. Sacha crie, demandant à la femme de ne pas bouger. En regardant ce couple, la femme a pensé qu'ils étaient des procureurs qui enquêtaient sur elle. Notre héros essaie également de tromper la femme, en disant qu'il est l'une des idoles embauchées par elle. Comme elle était un peu choquée, elle ne savait pas si c'était réel. Le protagoniste et Summer essaient de convaincre la vieille dame qu'ils étaient des employés de son entreprise. Lee dit même qu'il a auditionné, et la vieille dame a dit qu'il était très mignon, alors elle l'a embauché. Comme la vieille dame a dit qu'il n'était pas mignon du tout, il a commencé à préparer un sort pour la convaincre. Après avoir mis un petit nœud sur sa tête, il demande s'il n'est pas mignon. Mon Dieu, les gars. Quel gêne secondaire? Même la femme est restée sans voix, fronçant les sourcils, et a dit que le garçon n'était pas mignon du tout, tandis que Summer riait en arrière-plan. Heureusement pour le garçon, Sacha s'approche et dit qu'elle le trouve très mignon. Voyant que Sacha était d'accord, la femme se tourne en disant qu'il était vraiment un peu mignon. À ce moment-là, Summer pousse une lame sur la barrière. Il testait juste pour voir si la barrière était déjà terminée. Un morceau du couteau réussit à passer et coupe la joue de la femme. À ce moment-là, elle tombe effrayée. Le chat dit au rat qu'il est temps de partir. Elle n'avait pas la patience d'attendre que cette vieille dame meure, et encore moins d'attendre que la barrière disparaisse. Après avoir activé un sort, il admet qu'il a échoué à la chasse. Notre héros a été surpris que les Mogdugi partent sans patience pour se battre. À ce moment-là, notre héros désactive la puissance de feu blanche, et les petits rats cessent de brûler. Pas même les rats ne pouvaient croire qu'ils étaient libérés de cette souffrance. Summer demande, pourquoi l'humain a-t-il fait cela? Il n'était pas courant que les humains fassent preuve de pitié envers des monstres comme eux. Si la bataille est terminée, il n'y a pas besoin de cette souffrance inutile, et je peux te combattre, mais je n'oserais pas. Prenant une pose de chaton, Summer dit qu'il est très mignon, et même si dangereux, laisse le démon survivre. Pour lui, cela n'avait pas d'importance, car lors de la prochaine bataille, il s'assurerait de brûler tous les monstres. Summer rit, disant que le garçon est très intéressant, et en disant au revoir, dit à tout le monde de prendre soin d'eux, car elle reviendra bientôt. Lançant un sort, elle se téléporte vers le monde des démons. Au début, elle imaginait que le garçon serait insouciant, mais elle a vu qu'il formait une excellente équipe avec Sacha.
Lee serait sûr qu'elle se souviendrait de son odeur. Les petits rabotaient tous et se sont téléportés. Sacha défait également le sort de la barrière. Lee demande ce qu'il devrait faire avec la femme inconsciente. Ensuite, il s'excuse d'avoir laissé partir les rats. Mais elle a aimé qu'il ait dit qu'il ne détestait pas les Mogdokji, alors elle était très contente de lui. Le garçon transpirait froid, pensant qu'il avait fait quelque chose de mal. La fille a dit qu'il n'était vraiment pas logique de laisser souffrir les Mogdokji, et était heureuse qu'il ait fait preuve d'empathie, même avec les démons. Sacha a également pensé qu'il avait fait cela pour montrer qu'il était un guerrier honorable, de la même manière que Nightfrost avait agi, remplissant le contrat. Waouh! Elle pense que je suis un être humain super décent, et je ne pensais même pas à ça. Sacha imagine qu'il l'a fait parce qu'il est un guerrier honorable, mais notre protagoniste ne prêtait pas du tout attention à ces choses. C'est vrai. Je pensais vraiment à tout ça. Vous voyez que j'ai un cœur très tendre. S'il te plaît, Sacha, ne lis pas dans mes pensées. Pense à un gamin astucieux. Sacha dit que le fait qu'il ait sauvé les démons aujourd'hui pourrait être un coup de pouce lors d'un futur combat, mais son âme est toujours gentille. Tout en touchant sa poitrine, elle dit que le cœur de notre protagoniste rendra son âme de plus en plus forte. C'est parce que généralement les personnes gentilles sont les plus puissantes. Il est surpris d'entendre ces mots, et la fille continue en disant que les gens gentils comme lui finissent par l'enchanter. Mon garçon, je pense que c'était une déclaration d'amour. Pendant ce temps, les petits rats étaient là, se portant les uns les autres et fuyant les lieux. Le chef des rats se sentait très mal d'avoir été vaincu, mais Summer leur a dit de ne pas se blâmer car ils s'étaient battus de manière exemplaire. Ils n'ont ressenti aucune honte et ne se sont pas retirés. Le petit rat se sent très flatté d'avoir été félicité. De plus, cet humain ne se bat pas avec des lances ou des épées. Ils utilisent des armes modernes contre lesquelles nous sommes faibles. J'ai l'impression qu'à partir de maintenant, les choses vont devenir plus intéressantes. Ensuite, Sauron était là en train d'effacer les souvenirs de ce type qui a essayé de tuer la vieille dame. La femme ne s'était toujours pas réveillée, et après avoir effacé les souvenirs du garçon, elle lui ordonne de rentrer chez lui. Elle a fait tout cela directement depuis le bureau et a transmis l'information à Sacha, notre chère déesse. Elle félicite également Sauron. À ce moment-là, le téléphone de notre héros sonne, et c'est un message de sa sœur. Elle lui a demandé d'acheter une brosse à dents parce que la sienne était cassée. Il se demande ce qu'elle faisait pour casser une brosse à dents. Je ne peux même pas imaginer ce que cette fille faisait à cette heure de la nuit, les gars. À ce moment-là, Sauron dit à Sacha que cette femme, Jor, venait de décéder. Le garçon demande la cause du décès, et Sauron commence à se fâcher contre lui. Pour qui te prends-tu, espèce de bâtard? Poser ce genre de questions, tu n'es personne. Tu viens d'arriver. Le pauvre Lee ne voulait pas être impoli, alors il continue de s'excuser. Sauron lui donne une leçon morale, en disant qu'elle est la première disciple de Sacha, donc il ne devrait pas devenir suffisant. La fille était jalouse, les gars. Quand Sacha demande ce qui s'est passé pour que la vieille dame perde la vie, Sauron est très heureuse de donner l'information. Elle a dit que la cause du décès était une insuffisance respiratoire aiguë. À cause des hallucinations qu'elle avait, après avoir été témoin de tout récemment, elle a fini par prendre des médicaments forts qui étaient dans son sac, très probablement illégaux. Notre héros réalise qu'au final, elle était déjà destinée à mourir, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Il plaisante même, disant que peut-être son travail ne valait pas tant que ça. C'était juste une blague, mais Sauron s'est mis très en colère, donnant la plus grande leçon de morale pour la deuxième fois. Elle a aussi dit que ce garçon ne sait rien. Elle, au contraire, était là depuis longtemps en tant qu'allié de Sacha, donc le garçon ne devrait pas se vanter. Pour essayer de calmer son disciple, Sacha dit qu'à son retour, elle apportera de la crème glacée. Cela excite beaucoup la petite blonde, disant que maître Sacha est la meilleure de toutes. À ce moment, son petit robot disparaît simplement. Je pense que Sauron n'aime pas beaucoup les humains, n'est-ce pas? Mais Sacha dit que ce n'est pas comme ça. Elle est juste excitée d'avoir un autre compagnon. Et donc il décide d'aller dans une supérette pour acheter de la crème glacée. Notre héros l'accompagne car il devait acheter la brosse à dents pour sa sœur. Cette supérette était la seule ouverte à cette heure de la nuit. Le héros arrive là-bas et est un peu pensif. Il voulait acheter des barrettes pour Sacha car les siennes avaient été coupées par les lames, mais il se sentait un peu gêné de lui offrir un cadeau comme ça. Pendant ce temps, Sacha était au rayon essayant de choisir le parfum de la crème glacée. Elle ouvre la porte avec grâce et finit par choisir une boisson de célébration. Après avoir choisi des crèmes glacées, elle dit qu'elle en achètera une pour la sœur de Lee, et en lui donnant, dit que c'est une prime pour sa haute performance. Puisqu'il a aussi reçu un cadeau, il se sent plus à l'aise d'acheter les barrettes pour elle. Avec un sourire maladroit, il dit que sa sœur va vraiment aimer, car la crème glacée était à la fraise. En quittant le magasin, Sacha lui demande de l'accompagner à l'arrêt de bus. Le garçon l'accompagne, tandis que la fille complimente sa première mission. Il devrait être fatigué de la première dure journée de travail, mais il y avait quelque chose dont elle voulait parler, la retraite. Dans les emplois conventionnels, les gens prennent leur retraite en fonction des années de service, mais dans ce travail de combat contre les Mogdougi, la retraite fonctionnait différemment. En le regardant, elle a dit que la retraite était fondamentalement la mort.
Il était très difficile pour quelqu'un dans sa position de vivre longtemps, donc il pouvait s'enfuir chaque fois qu'il se sentait en danger. Quand il a remarqué que le combat devenait dangereux, il n'était pas honteux de fuir, car rien n'était plus important que la vie humaine, donc il ne pouvait pas continuer à se mettre en danger. Je pense qu'elle dit ça juste parce qu'elle l'aime bien. Mais il reste tranquillement à écouter tout. En fait, il avait besoin d'argent pour payer le traitement de sa sœur. Il ne connaissait pas la motivation des autres chasseurs, mais sa motivation était de sauver la vie de sa petite sœur. Sacha dit qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi les autres gardiens travaillent si longtemps. Elle avait reçu un rang plus élevé, et pendant ce temps, avait combattu de nombreux monstres et fait ce travail pendant longtemps. Mais après avoir reçu une autre promotion pour combattre les Mogdougou, qui sont ces démons, elle devait avoir un allié, et c'est la première fois qu'elle a un humain comme partenaire. Elle n'avait jamais combattu ces démons seule. En entendant qu'il était son premier compagnon, le garçon est devenu très émotif. Pour ceux qui n'ont pas compris, les déesses ne combattent pas ces Mogdogji. Elles peuvent combattre d'autres monstres normaux, mais pas les Mogdogji. C'est pourquoi elles ont besoin d'alliés humains, car seuls les humains ont le mana nécessaire pour vaincre ces créatures sans en endommager une seule. Debout sous le ciel, la fille dit qu'elle espère vraiment que sa retraite viendra avec le temps et non avec la mort. Elle parierait même sa vie divine, disant qu'elle ferait tout pour le garder en vie. Cela ressemblait à une déclaration d'amour, et il mentionne même qu'il ne pouvait rien dire à ce moment-là. Il ne faisait ce travail que pour gagner assez d'argent pour payer les factures. Il n'y avait pas d'autre raison noble, mais maintenant il y avait une nouvelle raison, la compagnie de Sacha. Ouais, le garçon est amoureux. Il dit qu'il espère travailler avec elle, et la fille mentionne qu'elle apprécie de travailler avec lui, et donc il continue à marcher jusqu'à l'arrêt de bus. Mais il y avait quelque chose qu'elle voulait faire avant qu'ils ne se séparent, et le gars transpirait froid. Li Dongjing, veuillez répondre à la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque je pose cette question. À l'exclusion de votre cerveau et de vos organes internes, quelle partie de votre corps devriez-vous protéger? Quel genre de question est-ce? Mes yeux? Vraiment? Quel œil exactement? Ne comprenant pas bien la question, il dit que c'est l'œil droit. Elle déchire un petit papier de son bloc-notes et dit qu'elle va le graver sur son œil droit. Attendez une minute. Le graver à l'intérieur de mon œil. Elle a dit qu'il serait préférable d'aller dans un endroit sombre car rester là au milieu de la rue pourrait attirer l'attention. Attendez. Je pense que j'ai fait le mauvais choix. Puis-je changer ma suggestion? Faisant un geste de la main, elle a dit qu'il ne pouvait pas. Vous êtes très grand, monsieur Lee. Pourriez-vous vous pencher un peu? Il se penche, et elle lui dit de fermer les yeux. À ce moment, elle place ce papier sur son œil droit puis sa main sur son visage. Elle lui dit de rester calme, que ça ne fera pas mal, et se prépare à l'embrasser. Elle finit par embrasser son œil, et le gars reste immobile, ne disant rien. Le baiser a duré longtemps, et il a ressenti un inconfort dans son œil droit, laissant une marque en forme d'étoile. À ce moment, une puissance absurde a commencé à remplir son corps. Et après être tombée au sol, la fille a dit qu'il ressentirait une paralysie pendant environ 3 minutes. J'aurais dû dire les lèvres. Elle a embrassé mon œil. J'aurais dû dire les lèvres. Elle a dit qu'il serait probablement surpris, mais que tout cela passerait rapidement. Comme la vieille dame était décédée, Sauron a dit que Sacha devait revenir vite pour s'occuper des papiers. Comme elle n'aurait pas le temps d'aider le héros, elle s'est excusée, disant qu'elle devait partir. Il lui faudrait environ 3 jours pour se rétablir complètement, donc l'entraînement aurait lieu dans exactement 3 jours. Elle lui donne la glace et dit qu'elle a utilisé sa magie pour qu'elle ne fonde pas. La femme s'en va, laissant le pauvre gars allongé au milieu de la rue. Les amis. Non, mec. Déplace-toi de l'autre côté. Elle n'a aucune considération pour toi. Non. Il lui demande d'attendre, en montrant les élastiques à cheveux qu'il a achetés au magasin. Le pauvre gars n'arrivait pas à parler correctement et a même pleuré à cause de la douleur dans son œil. Elle ramasse l'élastique à cheveux et se souvient qu'il a été coupé par les couteaux de Summer. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas trouvé cette livraison de cadeaux très romantique. Elle s'accroupit, disant que c'est le premier cadeau humain qu'elle reçoit, et elle est très heureuse. En tapant sur le sol, il savait qu'elle aimerait ça, puisque les femmes aiment les cadeaux, et pense qu'elle doit déjà être conquise à 90%. Ce n'était pas de la manière la plus romantique, mais ça a marché. Au clair de lune, il reste au sol en pensant qu'il devrait maintenant penser au nom des enfants qu'il pourrait avoir. Pendant qu'elles étaient à l'arrêt de bus, elle parle à Sauron. Elle dit à son assistante d'envoyer une lettre au pavillon de l'épée féerique des 9 cieux, demandant un prêt et une autorisation. C'est parce qu'ils auraient besoin d'utiliser une épée sacrée lors de la prochaine bataille. C'était une épée puissante pour combattre les Mukduji. Comme le héros avait un potentiel énorme, elle savait que les démons rassembleraient des forces pour essayer de l'éliminer. Et pour empêcher le garçon de mourir lors de la prochaine bataille, elle a dit qu'elle allait l'entraîner pour le rendre plus fort. Par conséquent, il était très important que Sauron fasse ce qu'elle demandait. Elle finit par prendre l'autre élastique à cheveux qui n'avait pas été endommagé et l'utilise pour attacher ses cheveux en queue de cheval. Elle était heureuse d'avoir reçu ces élastiques de Lee et commente qu'elle espère que la force vitale de ce monde quitte rapidement cet élastique à cheveux, ce qui implique qu'elle ne pouvait pas les utiliser car c'étaient des objets du monde humain. Mais elle était très heureuse qu'il ait pensé à elle et ait acheté ce cadeau.
Après s'être levée en portant les élastiques à cheveux, elle dit à Sauron qu'elle s'en va, en emportant des glaces. C'est drôle qu'elle puisse apparaître au-dessus du lit de notre héros, mais pour partir, elle doit prendre le bus. La scène revient à l'appartement de notre héros. Il avait apporté la brosse à dents et aussi un pot de glace. La fille demande ce qu'il faisait et dit que ça ne pouvait pas être du travail, mais il trouve une excuse, disant qu'il travaillait comme ça. Alors dis-moi le nom de l'entreprise pour laquelle tu travailles. Il a dit que c'était des services funéraires, mais la fille a dit que c'était un mensonge. En remarquant qu'il portait une lentille de contact, elle imagine qu'il est sorti avec des amis qui aiment le cosplay. Mon œil a-t-il changé de couleur et je ne l'ai pas remarqué? Ouais, gamin. Il a changé. Va te regarder dans le miroir. Il met sa main sur son œil, demandant ce qui se passait. Après avoir couru à la salle de bain, il remarque que son œil était normal et demande même comment elle a vu que son œil était différent. Mais la fille a continué à faire des blagues, disant qu'il sentait mauvais. Comme il ne voulait pas qu'elle sache qu'il était un gardien d'âme, il a joué le jeu, faisant semblant d'être vraiment un otaku et d'être avec des amis de cosplay. Elle dit que c'est incroyable parce qu'elle sait qu'il a un nouveau passe-temps. Et il y avait notre garçon qui disait à voix haute des mots otaku embarrassants. La scène se déplace vers le monde de Mogduki, et nous voyons une maison au milieu d'une forêt, et à l'intérieur il neigeait. On nous montre également une épée qui semblait être légendaire. Summer entre dans cette barrière où il neigeait et commente que c'est très ennuyeux car la neige est même tombée dans ses cheveux. Elle était allée chez un autre Mogduki. Le gars dit qu'il aime lire en hiver, et c'est pourquoi il a jeté un sort pour qu'il neige dehors. Summer n'est venu à cet endroit que parce que, en fait, leur mère a assigné le gars, Aurora de la pluie, pour effectuer une chasse. Cette Aurora de la pluie n'avait aucun intérêt à chasser les âmes humaines, mais répandait déjà la nouvelle qu'il y avait un humain recru, un gardien, qui leur causait des problèmes. Aurora demande si cet humain se trouve être celui qui a vaincu Nightfrost. Riant maladroitement, Summer dit oui, et qu'elle s'est battue contre lui la nuit précédente. Aurora finit par lancer une serviette à Summer, et en attrapant la serviette, elle commence à se sécher les cheveux. Ayant découvert qu'il était celui qui s'occupait de l'humain qui a vaincu Nightfrost, elle a dit qu'elle était intéressée. Encore une fois, les amis, il est impossible de savoir si ces Mogdugu sont des hommes ou des femmes. Chaque fois, la traduction le dit différemment. Summer s'assoit et commence à boire du thé avec Aurora. La femme demande si la mission est de tuer cet humain, car ils ont découvert qu'il avait une capacité spéciale. La petite chatte dit qu'elle ne sait pas exactement quelle est la mission, il doit donc aller parler à leur mère pour obtenir les détails. Mais elle imagine que la mission est vraiment d'éliminer Sacha et ce type-là, et non de capturer des âmes humaines, surtout parce que ce garçon a montré qu'il pouvait utiliser le feu blanc inextinguible. Et le pire pour eux, c'est que cet humain pouvait aussi utiliser des armes modernes. Il a fait exploser une bombe et a répandu une sorte de feu blanc qui était impossible à éteindre. Les rats agonisaient pendant plusieurs minutes, et d'une manière un peu folle, Summer dit que cet humain est très intéressant et demande même à Aurora si elle est également intéressée à combattre ce type. C'est parce qu'il a utilisé différentes armes. Aurora dit qu'elle s'en fiche car elle n'a jamais affronté d'humains avec des armes modernes avancées. Fermant le livre, elle dit que peu importe qui c'est, elle gagnera car elle est très puissante. Elle se lève de la chaise et attrape immédiatement une écharpe, disant que les armes anciennes ou modernes sont les mêmes, et cela ne fait aucune différence pour elle. Après avoir mis un manteau, elle se dirige vers l'épée légendaire et dit qu'elle va couper les mains de Lee. Sans main, il ne serait plus capable de combattre les Mogdugi, et le travail serait fait. Summer dit qu'Aurora ne devrait pas sous-estimer ce garçon, car elle-même l'avait combattu et a vu qu'il sort toujours une carte de sa manche. Après avoir remis l'épée dans son fourreau, elle dit qu'elle va rencontrer Nightfrost. C'est probablement parce qu'il devrait avoir plus d'informations sur cet humain, et elle court rencontrer le loup. Pendant ce temps, Summer boit son thé et mentionne également qu'elle ne sait pas pourquoi les Mogduki suivent si strictement les ordres de leur mère. Tout ce qu'elle dit, ils le font. Après ce jour, notre héros était chez lui en train de récupérer. Il a pris ce temps pour étudier les autres pages de ce livre de modélisation 3D, et a également travaillé sur son logiciel, en faisant d'autres modèles pour en apprendre un peu plus. Mais il n'allait pas non plus laisser son physique s'affaiblir. Il est donc sorti courir, et la nuit a passé la plupart de son temps à matérialiser des armes, jusqu'à ce que le jour de l'entraînement arrive enfin. Elle vérifiait son œil pour voir si le pouvoir avait vraiment fonctionné. Après 3 jours, la paralysie faciale de notre héros avait cessé, et maintenant il pouvait utiliser le pouvoir de l'œil. Elle se tourne vers Sauron et lui demande d'installer les sorts. Notre héros ne comprend rien, mais un petit robot scannait son œil. Sacha explique que 5 sorts de niveau divin ont été enregistrés. Il pourrait utiliser des enregistreurs pour enregistrer les mots magiques et effectuer le sort. Cet œil magique était une extension de son pouvoir. Et Sauron explique que parce qu'il est très âgé, il ne pourra pas apprendre ses pouvoirs en pratique. C'est pourquoi ils font ça. Profitant du fait qu'il a beaucoup de mana et qu'il peut utiliser des sorts de niveau royaume, il pourrait utiliser l'œil pour le faire plus simplement. Certains jeunes humains engagés comme gardiens peuvent utiliser des sorts d'attributs de Guy. Ils manipulent librement le vent, le feu, la terre et d'autres éléments. Ils n'ont pas besoin d'utiliser des sorts de niveau divin. C'est parce qu'ils ont appris dès leur plus jeune âge,
mais notre héros était déjà vieux. En d'autres termes, il avait beaucoup de mana, mais n'avait pas le potentiel de mémoriser tous les sorts possibles. Il s'excuse d'être si distrait, et Sacha sourit en disant que ce n'est pas un problème, car ils ont déjà résolu ce problème. Elle mentionne que Sauron et Lee s'entendent bien, et il reste assis là, mourant d'embarras. Profitant de la journée ensoleillée, il commencerait l'entraînement. Sauron a créé une plus grande barrière pour qu'il puisse s'entraîner. Elle mentionne que même avec beaucoup de mana, notre héros avait de nombreux angles morts et était vulnérable. Et comme il utilisait des armes à longue portée, cela laissait encore plus d'ouverture. C'est pourquoi il est devenu une cible facile pour quiconque attaquant par derrière. À cause de cela, il ferait des sorts. Le premier qu'elle présente est la carte des montagnes et des rivières. C'était comme une vision plus nette qui restait devant ses yeux. Ah, comme c'est cool. Et quel est le deuxième sort? Cependant, il n'était pas censé être si pressé, car elle allait expliquer davantage sur le combat au corps à corps. Même s'il activait cette carte et savait d'où venaient les attaques, il ne pouvait pas les bloquer. Et elle simule même qu'il se fait frapper par un marteau et s'envole. Son corps était bon pour attaquer, mais terrible pour la défense. C'est pourquoi elle lui enseigne un sort d'urgence pour qu'il puisse s'échapper. Ce sort s'appelait le saut perçant le ciel. La jeune fille explique qu'il pourrait échanger sa place avec n'importe quel objet qu'il voit dans un rayon de 500 mètres. Après avoir mentionné que sa défense était excellente, elle suggère qu'il échange sa place avec elle. Elle recule en restant loin de lui, et lui dit d'activer le saut pour échanger sa place. Après avoir prononcé les mots, le garçon échange vraiment sa place avec Sacha, se retrouvant au sommet du mur où elle avait sauté. Ensuite, elle saute et s'arrête à côté de lui. Ce sort lui serait utile pour s'échapper dans des situations dangereuses. Elle dit qu'elle a aussi le sort pour pouvoir échanger sa place avec lui aussi. Mais notre garçon était méfiant, pensant qu'il pourrait la mettre dans une situation désavantageuse et en danger. Je parie qu'il a pensé, putain, je suis l'homme, et celle que je vais protéger est une jeune fille délicate. Et c'est exactement ce qu'il a dit, les gars. Il a dit qu'elle ne pouvait pas se mettre en danger à cause de lui. Affichant un sourire légèrement charmant, Sacha a dit qu'elle ne se mettrait jamais en danger parce qu'elle était très puissante. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais elle était extrêmement forte. Elle avait déjà combattu d'autres monstres auparavant. Tirant son épée, elle dit que les déesses ne combattent pas les Mogdougou uniquement parce qu'elles n'ont pas de mana comme les humains. Pour montrer qu'elle était forte, elle a dit qu'elle ferait un entraînement de combat au corps à corps avec lui. Juste après, notre protagoniste commence à s'étirer. Comme c'était pour qu'il s'habitue au combat au corps à corps, elle a activé la partie de la prise de dégâts à l'intérieur de la barrière, et lui a dit d'activer le Jit Kuidu, la capacité de voir des choses supplémentaires. Il le fait, et un panneau apparaît devant lui avec quelques détails. Le garçon dit que c'est incroyable, car son champ de vision a considérablement augmenté. Mais cela ne suffirait pas au combat, il faudrait donc qu'il améliore son corps pour le combat physique. Le garçon comprenait tout. Sacha dit qu'en mangeant une glace avec Sauron, elle a eu une idée brillante. La petite blonde a donné l'idée au maître de créer un système de récompense et a remis une lettre à notre héros pour qu'il lise comment cela fonctionnait. Il trouve curieux d'avoir un système de récompense et de punition. S'il réussissait bien l'entraînement, il gagnerait un taux de survie. Il mentionne que la récompense n'est pas si bonne et se demande quelle serait la punition. La lettre disait que s'il réussissait mal l'entraînement, une sorte de hacker piraterait son système téléphonique et verrait tout son historique de recherche Google. Sacha devient curieuse de savoir quelle pourrait être cette punition et dit qu'elle ne comprend pas comment cela pourrait être punitif. Le garçon a l'air d'avoir quelque chose d'important à cacher, d'une manière suspecte. Sauron apparaît à côté de lui et mentionne qu'il y avait un petit papier jaune caché en dessous. Le garçon se tend et se prépare à saisir le papier. En bas, il était écrit de ne pas se moquer d'elle. Sacha ne comprenait rien, mais Sauron savait que notre protagoniste recherchait des choses indécentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, les gars. Il ne sert à rien de dire quoi que ce soit. Je sais très bien ce que tu recherches. La scène se déplace vers le monde des Mogdougi. Aurora s'approche du loup. Nightfrost remarque qu'il y a un type qui arrive avec une grande épée. Aurora commence à provoquer le petit loup, disant qu'il est revenu de la chasse les mains vides. Mais Nightfrost dit à Aurora de faire attention à ses mots. Il ne voulait pas causer de problème dans la maison de leur mère. Aurora continue de provoquer, demandant s'il a été puni par leur mère, mais le loup répond non, car leur mère était très gentille. Bien sûr, elle est gentille. Elle ne gronderait pas un petit enfant qui a échoué à une chasse. Je n'ai pas échoué à la chasse. Je viens de tenir ma promesse. On dirait qu'Aurora aime provoquer Nightfrost, et il n'arrête pas de se chamailler. Aurora ne respectait pas beaucoup Lee et Sacha. Alors Nightfrost explique que ce garçon est un humain courageux. Courageux, ça ne fait pas de lui un guerrier puissant. Sans beaucoup de patience pour la dispute, il a simplement dit de ne pas sous-estimer cet humain et cette déesse. Mais on voit que le renard et elle ne croyaient pas vraiment que notre protagoniste était fort. C'est ce genre de personnage qui finit par se faire tabasser à la fin de l'histoire. Le gars dit aussi d'un ton sombre que les guerriers courageux et talentueux sont toujours ceux qui progressent le plus. Aurora continue en disant que Nightfrost semble beaucoup aimer ses humains, et commente même que probablement Lee et Sacha ne pourront pas résister à ses techniques d'épée.
La scène revient à l'entraînement. Notre héros se préparait déjà à affronter la fille. Elle lui a dit d'analyser attentivement l'environnement, car il était important de savoir où il mettait les pieds. Et en étendant l'épée, elle lui a dit de manifester sa propre arme. Le garçon réfléchit à quelle arme utiliser. Elle explique qu'à l'intérieur de la barrière, il ne serait pas blessé, même s'il était attaqué par elle. Il devait donc rester calme. Comme il était doué pour les attaques à longue portée, il décide de créer des armes auxquelles il était déjà habitué et finit par matérialiser un fusil de chasse, une arme plutôt de courte portée, puisqu'il ne tirait pas de très loin. Sacha lui a dit de se préparer et d'utiliser la nouvelle capacité pour réduire les angles morts. Notre protagoniste n'avait même pas fini d'écouter l'explication, parce que Sacha a simplement disparu. Il savait qu'elle faisait ça pour qu'il puisse tester la nouvelle capacité. Et quand quelqu'un disparaît, il est probablement dans la partie supérieure, et il finit par viser. Voyant un simple mouvement, il tire un coup. Il s'est rendu compte que c'était exactement laquelle était, parce que la fille a jeté l'épée au sol en tombant à côté de lui. Bien sûr, il paniquait déjà, et sans s'en rendre compte, elle se téléporte à ses côtés, prête à l'attaquer. Ensuite, elle lui donne un coup de pied dans les côtes, le projetant loin. Il tombe comme un sac de patates. Elle a dit qu'elle n'avait activé qu'un peu de la douleur, mais la douleur qu'il ressent est terrible. Sans temps pour se reposer, elle apparaît au-dessus de lui, prête à lui donner un autre coup de pied dans le dos. Et c'est exactement ce qu'elle fait, enterrant le pauvre gars dans le sol. Pensez à un protagoniste né pour se faire tabasser. Pauvre de lui. Elle lui a dit de tenir bon, parce que ce n'était pas suffisant pour l'éliminer. Ce n'est pas suffisant pour m'éliminer. Si je n'avais pas ce corps spirituel, j'aurais probablement été coupé en deux. Allez, Lee. Lève-toi. Continuons l'entraînement. Attends, femme. J'ai mal au dos. J'ai appliqué une réduction de la douleur juste pour que tu ne meurs pas. Toute la douleur que tu ressens sera nécessaire pour améliorer ton combat au corps à corps. Tenant l'arme, il a dit qu'il n'abandonnerait pas et a demandé de recommencer l'entraînement. Souriant, la fille a dit que c'était exactement ce qu'elle voulait entendre de sa bouche. Me battre est presque impossible. Dans l'entraînement d'aujourd'hui, tu vas continuer à perdre, alors commence à t'y habituer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant plusieurs minutes. Mais notre garçon n'allait pas continuer à se faire battre pour toujours. Il préparait déjà une autre stratégie, essayant de le motiver. Elle a dit que tout cet entraînement porterait ses fruits. Tu deviendras un grand gardien. L'entraînement a continué avec Sacha donnant plusieurs coups de poing au protagoniste. Le pauvre gars se faisait plus tabasser qu'un protagoniste d'anime des années 90 et a fini par subir 6 défaites consécutives. La durée de chaque bataille était d'environ 10 secondes en moyenne. L'endroit à l'intérieur de la barrière d'entraînement était complètement détruit. Après un certain temps, elle l'a félicité parce qu'il avait réussi à durer plus de 10 secondes. Les larmes aux yeux, il la remercie, mais en réalité, il mourait de honte. Étendant l'épée, elle a dit qu'elle arrêterait l'entraînement pour aujourd'hui et qu'il devrait s'améliorer un peu plus. Elle lui dit d'essayer de bloquer son épée, et il finit par se protéger avec son arme. Juste après, elle commence à presser la petite épée en bois, et il est écrasé au sol avec une force écrasante. Quand elle retire l'épée, il a une bosse sur la tête, se plaignant en disant qu'il ne s'attendait pas à ça. Il pensait pouvoir bloquer ses attaques avec sa force, mais elle était à un niveau totalement différent. Elle a dit qu'il avait une perception très fausse, c'est pourquoi il s'était fait tellement battre à l'entraînement. Comme ses compétences de perception n'étaient pas bonnes, il demande ce qu'il devrait faire. En réponse, elle lui dit d'utiliser les outils de la civilisation appelés armes et outils. C'est-à-dire qu'il devrait matérialiser des objets qui l'aideraient au combat. Comme il avait des difficultés au corps à corps, il avait juste besoin de créer de bonnes armes à longue portée. Et s'il avait besoin de se battre au corps à corps, il fabriquerait un bouclier. Faisant un geste de la main, elle lui dit d'essayer de fabriquer un bouclier pour bloquer la prochaine attaque. Il se concentre et fabrique un bouclier à peu près de la taille qu'elle a spécifiée. Maintenant, avec le bouclier en main, il se prépare à l'attaque qu'elle va faire. Il était également censé raccourcir le canon de l'arme. Il se souvient que lorsqu'il s'est battu contre le petit chat et le PO, il a également utilisé une arme et un bouclier. Elle se positionne derrière lui et dit qu'elle va réessayer. Elle compterait jusqu'à 3 et frapperait à nouveau, très fort sur sa tête. Il était donc censé se protéger. Elle commence à compter, et quand elle atteint 3, elle frappe l'épée contre le bouclier. Il réussit à bloquer parfaitement, et elle le félicite. Ensuite, elle donne une attaque légèrement plus forte, projetant le protagoniste en arrière. Mais malgré tout, il se débrouillait bien. Petit à petit, elle augmente la force des attaques, et il parvient à toutes les encaisser. Dans quelques instants, elle se rend compte qu'il se débrouille mieux et qu'il reste debout. L'endurance des jambes et l'équilibre du dos s'améliorent, et surtout, sa confiance a atteint un niveau supérieur. Sentant qu'il s'améliore, elle commence à intensifier encore plus les attaques. Il a même remarqué une ouverture pour contre-attaquer. En regardant l'arme armée, elle réalise ce qu'il voulait faire. À ce moment-là, elle frappe le bouclier de bas en haut, laissant le garçon non protégé et désarmé. Le bouclier tombe à côté de son visage, le laissant surpris. C'était 10 batailles et 10 défaites. Il les a toutes perdues.
Il tremblait même sous le choc, et en même temps frustré, et elle n'arrêtait pas de le féliciter, disant qu'il avait bien fait. Ensuite, Sacha applaudit et demande à Sauron d'envoyer 2 chaises et quelque chose à boire avec lui. Une lumière apparaît au-dessus de leur tête, et une table avec une chaise tombe près de notre héros. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que Sauron ne l'aime pas du tout. La chose a presque frappé le protagoniste, et Sacha n'arrête pas de dire que Sauron a du mal calculer les coordonnées. Ensuite, elle demande au garçon de s'asseoir. Une seule chaise est tombée. Où dois-je m'asseoir? Alors Sacha demande à Sauron d'envoyer une autre chaise. Une autre lumière apparaît, et ce qui apparaît est une boîte de pommes avec une petite pomme moisie. Il y avait une note sur le dessus de la boîte qui disait chaise. Ouais les gars. Je suis sûr que Sauron n'aime pas notre héros. Sacha dit qu'il n'y avait probablement pas de chaise de rechange, alors Sauron a envoyé cette boîte. Elle se lève, disant au garçon de ne pas s'asseoir sur la boîte mais sur la chaise. Mais il dit que c'est bon. Ça ne me dérange pas. J'aime m'asseoir sur des boîtes de pommes. Ne vous inquiétez pas. Alors qu'il s'assoit, la boîte se casse et les pommes volent partout. Cela lui fait perdre l'équilibre. Et quand il est sur le point de tomber au sol, Sacha le retient avec son pied. Je pense qu'aujourd'hui a été le jour le plus humiliant de la vie de notre héros, les gars. Elle lui demande s'il va bien, et il dit oui. Il va très bien. Mais à ce moment-là, il finit par recevoir une récompense incroyable. Je pense que toute cette humiliation en valait la peine. Je n'en suis pas si sûr. Est-ce que tu vas vraiment bien, Lee? On dirait que ton visage devient rouge. Non. Je vais bien. C'est juste que tes jambes sont très belles. À ce moment-là, une chaise tombe sur notre héros, et il commence à rouler d'un côté à l'autre parce qu'elle a atterri sur son tibia. Sacha demande pourquoi Sauron a fait ça, et la petite blonde donne une excuse, disant que son corps est en mode spirituel, donc il ne s'est pas blessé. Donnant un coup de pouce, le garçon confirme qu'il n'est pas blessé. Ça fait juste très mal. Maintenant, il se reposerait un peu. Le garçon trouvait Sacha très mignonne pendant l'entraînement, et Sacha dit qu'en fait, celle qui est mignonne, c'est Sauron, cette fille super polie qui n'arrête pas d'attaquer des choses en moi. Elle n'est pas du tout mignonne. Disant cela, Sauron lance une canette de boisson énergisante sur la joue de notre héros. Ensuite, il continue l'entraînement. Ce serait la bataille finale. Si par hasard il parvenait à durer plus de 30 secondes, il gagnerait. Il ne pouvait pas utiliser de simples balles. Les armes à feu ont été créées il y a de nombreuses années, puis ont évolué avec le temps. Après avoir mis les balles dans son arme, il en met une dernière, qui était une balle spéciale, et commente que ce sera sa stratégie pour vaincre Sacha. S'il réussissait à la frapper ne serait-ce qu'une seule fois, il gagnerait déjà selon les règles qu'elle a fixées. On dirait que tes yeux sont très déterminés. Votre état d'esprit est très fort. Et levant l'épée, elle commence la bataille. La fille ne plaisantait pas, les gars, et elle jette déjà l'épée sur le protagoniste. Avec le bouclier à la main, il essaie de bloquer. La fille sourit, parce que ce n'était qu'une distraction, et avance vers le garçon. Profitant de l'occasion, il tire avec son arme. Ce fusil de chasse était bon pour les attaques à courte portée, et Sacha le bloque avec son bouclier. La scène revient quelques minutes en arrière lorsqu'il parlait. Elle lui avait demandé s'il voulait boire quelque chose, et il a dit non. Avec les joues rouges, Sacha a dit que c'était dommage parce qu'elle voulait boire quelque chose avec lui. Notre garçon ne supporte pas bien l'alcool et lui demande de faire un lait au chocolat, mais comme elle tenait une boisson alcoolisée, il pense à faire le cool. Ouais. Pourriez-vous m'apporter une bière, s'il vous plaît? Il essaie d'avoir l'air cool, et elle lui demande quelle marque il veut. N'importe laquelle, répond-il, car il n'en connaissait pas beaucoup. À ce moment-là, il remarque un cercle magique apparaître au-dessus de sa tête, et une boîte de bière commence à tomber directement sur lui. Sacha monte sur la table et tient la boîte pour qu'elle n'écrase pas la tête du protagoniste. Étrange, Sauron ne calcule généralement pas mal les coordonnées. Elle demande si la petite fille ne se sentait pas bien, et elle dit qu'elle avait sommeil parce qu'elle était restée éveillée toute la nuit à jouer. C'est un peu louche. Tous les cercles magiques qu'elle a fait étaient au-dessus de ma tête. Toujours sur le sujet, Sacha dit que Sauron est très gentil parce qu'elle a envoyé une boîte entière de bière. À ce moment-là, le garçon commence à comprendre. Elle l'avait maltraité pendant un certain temps, et la seule explication à tout cela était la jalousie. Ce n'est que maintenant que cet idiot s'en est rendu compte, les amis. Elle ouvre la boîte et tend une boisson au héros. Le garçon remarque qu'elle riait. Puis il demande si par hasard elle lisait dans ses pensées. D'une manière très mignonne, elle dit non. Elle s'est juste souvenue d'une habitude de Sauron. Elle avait du mal à ouvrir les canettes de boisson, alors elle demandait toujours à son maître de les ouvrir. De retour dans le présent, Sacha continue de pousser notre héros à fond. Il essaie de bloquer l'attaque avec le bouclier, mais la technique d'épée de Sacha est très raffinée et finit par couper le bouclier en métal. La partie inférieure de la plaque de fer tombe complètement. Il savait que sa barrière de protection magique était beaucoup plus puissante que le bouclier à main. Elle a réussi à couper le bouclier avec une épée en bois, et en lançant le bouclier vers le haut, il n'avait toujours pas terminé toutes ses stratégies. La fille coupe le bouclier qui a été lancé sur elle, et maintenant qu'il était proche, elle a dit qu'il était entré dans sa zone de contact. Il restait encore 20 secondes pour qu'il tienne le coup dans la bataille.
Mais le garçon pariait tout sur sa dernière balle. Il avait encore quelques tirs pour distraire la fille et a continué à tirer à bout portant. Il avait déjà effectué 6 tirs consécutifs, et Sacha dit qu'il est inutile de tirer sur la barrière car cela ne la brisera pas. Cependant, la 7e et dernière balle est arrivée, qu'il a appelée la balle respiratoire du dragon. Il lui restait 15 secondes pour survivre à la bataille, et soit gagner, soit la toucher avec un seul tir. Visant vers le bas, il a dit que c'était sa stratégie. La fille ne s'attendait pas à cela, et comme la partie inférieure n'était pas protégée, il a tiré. Cette balle spéciale contenait une sorte de poudre de fer, et l'intention était de brûler ses vêtements. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le garçon s'est même senti gêné. Comme elle a été touchée par la poudre de fer, elle a déclaré notre protagoniste vainqueur. Avec ses vêtements déchirés, elle a dit que maintenant elle pouvait lui faire plus confiance en tant que partenaire, et le gars avait déjà ce regard effronté. Je parie qu'aujourd'hui était le jour le plus heureux de ma vie. Comme il se faisait déjà tard, elle lui a souhaité un bon repos et a dit que l'entraînement continuerait le lendemain. De retour au bureau, Sauron se sentait un peu jalouse, mais a dit qu'il avait fait un excellent travail, louant Lee. Sauron était un peu surprise car Sacha l'avait également loué. La nuit, notre protagoniste arrive à la maison, très heureux, et n'a pas arrêté de sourire une seconde. Sa sœur a même trouvé cela étrange car il était de si bonne humeur. Sous la douche, il n'a pas arrêté de sourire. Pendant le dîner, le garçon a continué à sourire même en faisant la vaisselle. Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? Il s'est souvenu de la scène où elle a dit qu'elle pouvait maintenant lui faire confiance en tant que partenaire. Et en se couchant pour dormir, il a dit qu'il ferait de beaux rêves avec Sacha et qu'il rêverait même de leurs enfants. La scène change pour le lendemain, très tôt. Nous voyons un employé se plaindre à son patron. C'était une entreprise de jeux, et les programmeurs ne recevaient pas de salaire. Le patron crie, disant que l'entreprise est presque en faillite, et qu'ils doivent sortir le jeu rapidement. Il se plaint également, disant que la directrice retardait le lancement du jeu et demandait toujours plus de temps. Pour sa défense, la femme a dit qu'elle ne voulait pas sortir le jeu à moitié terminé. L'homme se met en colère, claquant sa main sur la table, et a dit que puisqu'il est le PDG, il sait que l'entreprise n'a pas assez d'argent pour payer les employés, et encore moins pour retarder le jeu. Il voulait que la femme sorte rapidement le jeu incomplet et trompe les acheteurs, et il donne des exemples d'autres jeux qui ont fait cela et ont gagné beaucoup d'argent. Mais pour la femme, elle traitait le jeu comme s'il était son propre enfant. En partant, elle était triste, disant qu'elle ne ferait pas ça, tromper les joueurs. C'est ce qui arrive beaucoup ces jours-ci, les amis. Ils sortent le jeu bogué et le corrigent plus tard. Cette femme doutait de son patron car ils avaient reçu un très gros investissement d'une entreprise pour produire le jeu. Mais mystérieusement, tout l'argent a disparu. Avec sa main sur la tête, elle se demandait quoi faire, car s'ils abandonnaient le jeu, ils auraient gaspillé plusieurs années de leur vie. La scène revient à ce vieil homme jouant au golf. Rien qu'en regardant son visage, on voit qu'il ne vaut rien. Il a dit que les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune loyauté et ne pensent qu'au salaire. Pourquoi ça, vieil homme malodorant? En fait, il exploite l'entreprise au maximum, et après s'être rempli les poches, déclare la faillite. Plus tard, la femme, eunuque, va au bar. Elle buvait et était triste, disant que son entreprise allait faire faillite. Elle s'était battue longtemps pour obtenir le poste et produire le jeu qu'elle voulait. En mentionnant que le jeu était comme un enfant, elle a essayé de le dissimuler, disant qu'elle n'était pas mariée et que c'était symbolique. Elle s'est confiée à Barmigne, qui était en fait notre protagoniste déguisé. Elle décide de montrer quelques photos au héros et dit qu'elle avait déjà remporté des championnats de développeurs de jeux. Le garçon la félicite, disant que c'est très cool de travailler avec de tels jeux. Mais la femme a pensé qu'il se moquait d'elle et a tiré ses vêtements, lui demandant s'il la rabaissait. « Calmez-vous, mademoiselle. J'ai juste dit que travailler avec des jeux est amusant parce que j'ai déjà fait ça en modélisation 3D. » Après cela, la femme fait une petite blague, disant que même s'il était développeur, maintenant il ressemblait à un PNJ travaillant dans une taverne RPG. Lee a remarqué qu'elle n'allait pas bien et a décidé de mettre les taquineries de côté. Ce qu'il voulait vraiment savoir, c'était pourquoi Sacha l'avait mis comme infiltré dans un bar. Elle a dit que c'était pour qu'il utilise le petit robot de Sarum pour la manipulation de la mémoire. Le pire, c'est que Sacha n'a jamais donné de détails sur la mission. À ce moment-là, la femme saute de la chaise. Elle dit qu'elle doit retourner à l'entreprise et remet une carte pour effectuer le paiement. Quand elle part, elle titube. Lee savait que travailler dans l'industrie du jeu vidéo était très difficile. À ce moment-là, il reçoit une notification sur son téléphone avec une adresse, disant qu'ils doivent y aller pour la prochaine mission. Il enlève son tablier et, en partant, se rend compte que la femme ne se sentait pas bien. Elle avait des vertiges et lui demande de l'emmener à l'entreprise pour continuer à travailler toute la nuit. Elle donne l'adresse, qui était exactement le même bâtiment où le héros allait travailler. Réalisant cela, il décide de l'aider et appelle un taxi. Sans tarder, ils arrivent au bâtiment. Il place la femme à l'entrée et lui demande d'attendre là. Essayant de séduire le garçon, elle lui demande de l'emmener au bureau. Cela pourrait être gênant car si Sacha le voyait avec l'autre femme, elle ne saurait pas comment expliquer. Mais Eunuche lui attrape le bras et dit que maintenant qu'il l'a amené,
il doit assumer la responsabilité de l'emmener au bureau. Le garçon crie, disant qu'il n'a aucune responsabilité et qu'elle est déjà adulte. À ce moment, Sacha apparaît et demande, que fait-il avec une fille à 3 heures du matin? Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit un coureur de jupons et dit cela avec jalousie. Attends, Sacha. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne serai jamais avec cette femme. Cela met Sacha très en colère. Elle se lève, met son sac à dos sur ses épaules et dit qu'elle rentrera seule. Mais immédiatement après, elle s'agenouille et commence à vomir. Quelques instants plus tard, il monte dans le bâtiment. Elle s'excuse d'avoir causé tous ces problèmes. Sacha dit que ce n'est pas grave, car ils vont déjà au 12e étage, qui est le même endroit que son bureau, et dit aussi qu'elle parlera à Monsieur King. La fille se rend compte qu'il est son patron. Les mauvaises actions qu'il a accumulées ont atteint leur apogée. Maintenant, il serait dévoré par des bêtes terrifiantes. Ce serait la punition pour être un méchant. Le petit robot de Saran enquêtait sur les personnes ayant de faibles niveaux de mana. Je ne sais pas pourquoi, mais il racontait tout cela à la fille. Elle est surprise et demande si le patron était vraiment si mauvais. Oui, il est très mauvais. En fait, c'est un escroc, et c'est l'un des pires crimes que l'on puisse commettre. Onick dit exactement cela. Son patron ne supprimait pas les employés de l'entreprise, mais plutôt parce que l'entreprise de jeux vidéo était en faillite et n'avait plus d'argent. Mais Sacha dit que tout cela est un mensonge, car il a utilisé les investissements reçus pour dépenser dans des choses personnelles. En fait, Monsieur King était un criminel professionnel, simplement déguisé en homme d'affaires raté. Il avait plusieurs entreprises prospères, mais il a créé une société écran, a pris les investissements et les a investis dans son entreprise prospère. En fin de compte, il n'a pas payé les employés de l'entreprise en faillite, affirmant précisément qu'il n'avait plus d'argent. En entendant cette histoire, Onick commence à relier les points et se rend compte que cela a du sens. Sacha dit aussi qu'en fin de compte, il placerait un président fantôme pour assumer toute la punition à sa place. C'est exactement ce qu'il fait d'habitude. Il transfère toute sa responsabilité à une autre personne qui n'a rien à voir avec ça. Onick se rend compte que cela a beaucoup de sens, est traumatisé et demande ce qui est arrivé à l'argent de l'investissement. Selon les recherches, Sacha a dit qu'il avait acheté des biens immobiliers à son nom et avait fait une fortune encore plus grande avec tous les investissements détournés. Aka avait travaillé pendant de nombreuses années pour produire le jeu dont elle rêvait et ne pouvait pas croire qu'un type comme ça ferait ça. Elle a fini par demander à aller aux toilettes. Elle se sentait déjà mal, et en entendant cette nouvelle, elle s'est sentie encore plus mal. En attendant dehors, Sacha a dit qu'il n'y a pas de fraude accidentelle. Bien sûr, tout le monde peut faire des erreurs et faire faillite, mais dans son cas, il l'a fait exprès. Sacha a ensuite dit à notre héros qu'elle l'avait mis comme infiltré dans ce bar, afin qu'il puisse se lier d'amitié avec Onick et ainsi atteindre Monsieur King. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le garçon saoule Onick, qu'il soit beaucoup plus coureur de jupons qu'elle ne l'imaginait, et qu'en fin de compte, les deux dans l'escalier semblaient assez intimes. Lee devient désespéré, disant qu'il n'a offert aucune boisson, et que la fille qui attrapait ses vêtements était hors de contrôle. Il a donné des excuses pour que Sacha ne devienne pas jalouse, et en réalisant qu'elle plaisantait, il s'est excusé. Riant, elle a dit qu'elle plaisantait, et qu'il n'avait pas besoin d'être aussi désespéré. Elle était convaincue qu'il était un gars honnête et honorable, et qu'il ne ferait pas ce genre de choses aux femmes. Ensuite, Nick sort des toilettes, s'excusant pour le retard. Puisque Sacha allait parler à son patron, la fille ne pouvait pas l'accompagner. Au lieu de cela, elle avait préparé quelque chose pour elle. Que veux-tu dire par préparer quelque chose pour moi? Que veut-elle dire? Elle reçoit une notification sur son téléphone, et quand elle regarde, les yeux d'Onick s'illuminent. Avec l'aide de Sauron, elle a réussi à vendre tous les actifs de Monsieur King et, avec l'argent, à payer les salaires en retard. Les gens dans le groupe de discussion de l'entreprise commentent que tous les salaires en retard des mois passés ont été payés, et elle a même utilisé des fonds bancaires pour rembourser le montant investi dans le jeu. Maintenant, elle pouvait créer avec amour le jeu dont elle avait toujours rêvé. Après avoir prononcé ces mots, Sacha commence à disparaître avec Lee, qui n'arrête pas de demander comment c'est possible. Magiquement, ils disparaissent simplement. Elle tombe à genoux sur le sol, se demandant si ce n'était pas un rêve. Suis-je ivre et en train d'halluciner? Ensuite, ils apparaissent dans un autre endroit. Notre héros était déjà en alerte car Mogdogji est apparu. La barrière avait été créée, mais ils n'ont trouvé aucun monstre dans ces couloirs. Sacha mentionne qu'ils sont probablement tombés dans un piège. Avec une arme et un bouclier à la main, le protagoniste dit qu'ils ne peuvent pas donner d'avantage au Mogdogi. Cette barrière était une sorte de notification ou de déclaration de guerre. Sérieusement, la fille a dit qu'elle n'aimait pas les attaques surprises car elles lui semblaient déshonorantes. Par conséquent, il devrait se battre loyalement sans attaque surprise. Elle était convaincue que le protagoniste pouvait vaincre tous les monstres. Aurora apparaît et dit qu'elle n'essayait pas de sous-estimer les deux. Lee est surpris, et Aurora finit par jeter quelqu'un sur le protagoniste. C'était précisément Monsieur King, qui se cogne le dos contre le mur. Le vieil homme était inconscient et payait essentiellement pour tous les péchés qu'il avait commis. Aurora dit que le vieil homme, bien que sur le point de mourir, n'était pas mort, et elle se sent dégoûtée d'avoir touché un humain, en retirant son gant.
Notre héros demande pourquoi ce faux Mokdougi a jeté l'humain sur eux, puisque le but du monstre est de dévorer les âmes humaines. Brûlant le gant, Aurora répond que son but n'est pas celui-là, se présente et dit que son nom est Aurora, le nom qu'elle a reçu de sa mère, et que par l'ordre de sa mère, elle est venue ici uniquement pour éliminer ce garçon. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.